Popcorn Club numéro 27. Aujourd'hui, on vous parle de Snake Plissken. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Todini et exceptionnellement aujourd'hui, je vous présente cet épisode sans Caroline Poisson qui a eu un empêchement et qu'on embrasse très fort. Donc pour vous parler de Snake Plissken, donc du diptyque New York 1997, Los Angeles 2013, j'ai avec moi trois invités de qualité aujourd'hui et qui me permettent d'ailleurs d'avoir aujourd'hui le tiercé gagnant, réalisateur, producteur, scénariste. Wow. Voilà, ça c'est génial. Donc dans le studio avec moi se trouve Christophe Mavroudis. Salut Christophe. Bonjour. Donc toi, voilà, je vais répéter. On sait jamais que vous découvriez le podcast pour la première fois avec cet épisode. Et vous avez grillé qu'on a un podcast belge vu que c'est 1997. Ah merde, ah putain, ouais, déjà. 1997. Ah bah je suis là, oui, je suis grillé d'office. Donc oui, excellente remarque. Donc Christophe Mavroudis qui est réalisateur, scénariste, monteur et plein d'autres choses. Et meubles. Et au sein de vieux meubles. SBL qu'on C'était un vieux meuble, dans plein exactement. de podcasts du Popcorn Club. Ouais. Et un peu le Troy McClure d'ailleurs du podcast. Hein. Bonjour, vous l'avez déjà entendu non Oui, il y a un peu à côté comme ça. Un podcast sur deux, il est là. C'est un habitué, mais oui, c'est vrai. Et Antoine Bourse aussi, un habitué. Bon, en fait, j'ai trois habitués là aujourd'hui. Donc Antoine Bourse, salut Antoine. Pas habitué, c'est la deuxième fois. Hein. Je sais pas C'est seulement la deuxième fois que tu viens. Bien sûr. Ah bah écoute, ça fait de toi un habitué avec ça. Mais on pense beaucoup à toi en général. Donc toi, c'est scénariste et aussi professeur Émérite. d'histoire de cinéma. Histoire du cinéma et scénario. Et scénario. Et enfin, on a Bastien Martin, Bonsoir. producteur chez Caméra, etc. Et aussi plein d'autres casquettes, et aussi réalisateur. Quand je m'ennuie, oui. Quand tu t'ennuies. Voilà. Ça va vite pour faire un film, donc. Merci d'être là à vous trois. Et on accueille également Nathan, qui est derrière sa console à faire notre technique et à écouter nos conneries dans son casque pendant presque 2 heures. Mais je pense qu'on fera quand même moins de 2 heures aujourd'hui. Ça dépend. On n'a que deux oui, films. On a 2 films. On n'a que 2 heures pour têter le cas de Snake Plissken. Et parler de Carpenter aussi. Et de Carpenter. Et donc Carpenter, bah voilà, donc on va peut-être refaire un petit topo. Donc Carpenter, génial. Oui. J'ai une question. Excusez-moi, hein, du coup, mais à quel point vous l'avez déjà abordé, Carpenter En fait, juste avec Halloween. Ok, voilà, c'est ça. Juste avec Halloween. Donc on a. Belle marge de manœuvre. Mais alors attention, parce que donc on a fait 2 épisodes entiers sur toute la saga Halloween et finalement Carpenter on en a beaucoup parlé au début et pour le reste voilà il y a le reste d'Halloween, mais bon, si jamais vous voulez en savoir plus, allez écouter nos anciens épisodes. Pour le reste, Carpenter, comme je le disais, génial réalisateur américain, donc qui a commencé à peu près au début des années 70, notamment avec Dark Star. Et aussi quelques courts-métrages, dont certains ont été auréolés de quelques prix. Il a eu ses méga succès très tôt dans sa carrière avec Assaut et donc Halloween qu'on a évoqué plus tôt, qui a été, je pense, en termes de rendement, un succès atomique qui en plus a quasiment défini un genre, enfin pas défini, mais en tout cas a vraiment posé les bases. Jusqu'au Tortue Ninja, c'était le film indépendant le plus rentable. Jusqu'au Tortue Ninja. C'est pas Blair Witch qui l'a détrôné Mais après avoir détrôné Blair Witch a détrôné les Tortues Ninja. Ah bon. Et Tortue Ninja était un film indépendant. De New Line, si je me trompe pas. Ok, tu me l'apprends. C'est dans le documentaire sur Carpenter qui le dit. Ah oui, d'accord. Voilà, Ça rappelle quand même que le monde est un endroit très étrange. Hein, parce que de Carpenter au Tortue Ninja, tu vois, on est capable d'autres prodiges encore beaucoup plus stupéfiants. Et donc oui, un réalisateur qui est principalement connu, enfin ça vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais beaucoup pour ses films d'horreur et qui pour le coup, donc je vois déjà Bastien qui est pas trop d'accord, mais moi qui pour le coup j'ai beaucoup connu Carpenter comme ça, avec ses films d'horreur qui c'est vraiment parmi ces films que je trouve les films d'horreur, en tout cas américains, qui m'ont le plus terrifié, vraiment littéralement terrifié. Et alors, même s'il est plutôt connu pour ça, il a aussi fait d'autres choses, et là Bastien sera d'accord avec moi. c'est plus la notion d'horreur que je serais un petit peu. Ah, mitigé. d'horreur, Ouais. oui, ok, d'accord. Pour moi, Thriller. c'est plus un conteur fantastique qu'un réalisateur de films d'horreur. Voilà. Ouais, je serais assez Mais d'accord. justement- Allez, venez maintenant. Mais les gars. justement, on va évoquer ça, notamment dans les films qu'on va évoquer aujourd'hui, parce qu'il y a un peu cet aspect-là, et donc il y a un aspect peut-être plus de science-fiction dystopique. Je sais pas trop comment les définir ces films-là, science-fiction action dystopique. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et donc. Très tôt dans sa carrière, un peu de temps après, après Halloween, je pense qu'il fait The Fog, et très vite il se retrouve aux manettes de ce projet qui est New York 1997. Oui. Alors, en gros, de quoi ça parle, New York 1997 ? On est dans un monde fantasmé, puisque c'est un film qui a été produit au début des années 80. Il sort en 80. C'est en 80. Juste Donc après The Fog d'ailleurs. Juste après The Fog, exactement. Et donc, il se projette dans l'avenir et il imagine que Manhattan est devenu
est devenue en fait une espèce d'île prison sur laquelle on enferme tous les criminels de la société américaine qui devient de plus en plus puritaine et qui essaye d'enfermer ces individus les plus rebelles. Il faut pas oublier que le taux du crime a augmenté de 400%. De 400%, exactement. Et c'est Jamie Lee Curtis qui nous le dit dans l'introduction du film. Et c'est dit au début du film. Et une fois posé ce concept, on nous explique via une petite séquence d'introduction au début du film que Air Force One, l'avion du président, alors qu'il survolait cette île prison, se fait prendre en otage par des terroristes qui vont faire s'écraser l'avion sur l'île. Et donc, évidemment, le président sort de sa capsule et là se fait capturer par les gangs qui sont dans la ville. Et pour le sauver, ils n'ont pas d'autre choix que d'envoyer le seul homme disponible qui devait normalement, de toute façon, être envoyé sur la prison en tant que prisonnier, c'est Snake Plissken. Un ancien de l'armée qui a été décoré, qui est super balèze et qui s'est fait arrêter pour braquage. Pour braquage, oui, dans une scène qui a été coupée du film. C'est ça. Tu vas peut-être pouvoir très vite expliciter un peu tout ça. Mais avant que je vous passe la parole sur ce film, est-ce que vous pourriez me dire, c'est la tradition oblige, quel a été votre premier contact avec le personnage ou même avec le cinéma de Carpenter en fait? Et je vais commencer par Bastien. Alors moi c'est hyper émotionnel en vrai. Je devais avoir à mon avis 6 ans je pense, un truc comme ça. Et ma première rencontre avec Carpenter c'est les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et sans te mentir, je pense que ce film là et Mon nom est personne de Tony Novaleri, c'est les deux films qui m'ont donné envie de faire du cinéma en fait. Parce que donc effectivement quand je commence à dire que c'est plutôt un cinéaste qui fait des films d'horreur, là t'étais pas du tout d'accord. C'est délicat. Mais voilà, on peut discuter sur plein de choses. Mais non, il y a tout en fait dans les films de Carpenter en général et encore plus dans Jack Burton je trouve. Oui, et ça explique aussi ton amour pour parce que un truc qu'on dit pas forcément souvent, c'est que tu adores le cinéma hongkongais, toi. Mais oui, mais tout vient de là. Tout vient de là. Mais John Carpenter est un putain de fan du cinéma asiatique aussi. Hein. On va pas parler de Jack Burton ce soir, mais c'est une grosse référence à Tsui Hark par exemple, qui est quand même pointure aussi dans le domaine. Mais bref, je m'écarte. Mais voilà, ma première rencontre c'est ça et je pense que New York. Dont je préfère franchement le titre original, hein, Escape from New York. Escape from New York et Escape from LA pour sa suite. Ouais. Là, je sais pas, je dois avoir 10 ans, 12 ans, je pense, un truc comme ça. Mais je pense que j'ai d'abord découvert Los Angeles 2013. Et puis seulement j'ai découvert New York. Ouais, c'est qui est mon cas aussi d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Écoute, je pense que ma réponse est à peu près la même que Bastien. Je pense me souvenir que le premier film que j'ai vu de Carpenter, avant de savoir qui il était, c'était effectivement Jack Burton aussi. Je suis pas certain de l'âge, j'arrive pas à très bien le resituer, et je pense que j'ai relié à sa filmo après coup en fait. Mais effectivement, c'est un grand souvenir. En plus, on ne l'a pas cité, mais il y a le même comédien que oui, voilà, j'allais y venir. Kurt Russell. Mais effectivement, c'est un film qui m'a tout de suite très très fort marqué par son imaginaire délirant. Et en même temps, on y retrouve, même si en termes de rythme, il est très différent de tous les autres Carpenter, je trouve. Il y a un rythme frénétique qu'on ne retrouve pas du tout dans le reste du cinéma de Carpenter. Mais par contre, on y retrouve beaucoup de son plaisir de cinéaste, de son amour du cinéma. De son amour du cinéma hongkongais, c'est le seul, par contre, on le voit vraiment. Mais néanmoins, voilà, on voit que c'est un cinéaste qui aime faire du cinéma malgré toutes les difficultés qu'il a pu croiser. Et Snake Plissken, je sais pas si le personnage de Snake Plissken m'est apparu particulièrement à un moment donné autre que le moment où j'ai découvert le film lui-même. J'ai découvert d'abord New York 1997. Mais par contre, j'étais depuis tout petit un très gros fan de Kurt Russell parce que j'ai vraiment grandi avec sa période Disney. J'ai vu des films aussi improbables que... Tu fais partie de cette team-là. J'ai vu des films aussi improbables que, attention les titres, L'ordinateur en folie, Pas vu, pas pris, Un singulier directeur. Tout ça, c'est des films dont j'étais extrêmement fan. Ils sont très mauvais, hein, mais dont j'étais vraiment très très fan. Et donc j'ai vraiment... Un singulier directeur... Il se défend. Le titre ou le film ? Le titre. Et donc voilà, du coup, voir Kurt Russell en star d'action, puisque c'est Carpenter qui l'a transformé en star d'action. C'est ça, tout à fait. C'est ce film. Oui, c'est ce film. Carpenter l'a vraiment extrait de l'écurie Disney presque. Au passage par un téléfilm où ils se sont rencontrés sur l'île qui s'appelle Roman d'Elvis. Et c'est à partir de là qu'ils avaient. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il a une petite carrière à la télévision, Carpenter. Il y a eu notamment le Roman d'Elvis et d'autres. En fait, ça n'a jamais été une carrière continue à la télévision. Ça a été vraiment émaillé soudainement. Certains de ses projets de scénario ou quoi étaient
pris par la télé. Roman Davis, c'est tout à fait autre chose. C'est parce que Carpenter est le fils d'un musicien. Son père est un grand musicien, et donc on s'est dit, tiens, ce jeune réal là qui commence à faire parler de lui, son père est musicien, donc il doit pouvoir faire le film. C'est aussi improbable et con que ça, la façon de s'est retrouvé dessus. Et je pense qu'il venait de finir Meurtre au 43e étage, je crois. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Il y a une continuité quand même. Il y a au moins ces deux-là, et puis après il passe à au ce cinéma. moment-là, en je me fait, disais bien, quand on revoit la filmographie de Carpenter, en fait, au début, il enchaîne un film tous les ans. Donc, je veux dire, à partir d'Assaut, ça n'arrête pas, quoi. Pardon ? Et jusque longtemps, Ah oui, jusqu'à la fin. Sa première vraie grosse coupure, c'est après Invasion Los Angeles, et puis là. Oui, tout à fait. Où il y a 2-3 ans avant Les Aventures d'un homme invisible, effectivement. Oui, sinon il travaille comme un fou furieux, effectivement, chaque année il arrive avec un film. Et donc pour en arriver à toi, Oui, moi en fait là par contre, mon premier contact avec Carpenter, moi c'est très clair en fait, c'est Land de la Folie. C'est Land de la Folie, donc là moi j'avais... c'était la période où je commençais vraiment à bouffer du film fantastique à n'en pas finir avec mes deux fidèles potes, Ben et Cédric, que j'ai déjà évoqué lorsqu'on parlait d'Halloween, lorsque je parlais de plein d'autres trucs. Et donc je me rappelle que j'avais lu le pitch de Land de la Folie dans le Mad Movies de l'époque. Et je me suis dit, il faut absolument que je vois ce film. Et j'avais été le voir en salle, dans une salle quasiment vide. Et quand tu sors de Land de la Folie, d'une salle quasiment vide, et que tu arrives dans une ville où il y a quasiment personne, et tout le truc, t'as l'impression d'être encore dans le film, quoi. Donc, après, tout de suite, on échange avec ça et on se dit, il faut vraiment qu'on se voit tous les Carpenters dans la foulée. Et donc, on commence à se bouffer The Fog, Assaut et New York 1997, sur lequel on a un kiff pas possible, à la fois sur le film, mais aussi sur le personnage de Snake Plissken. On faisait beaucoup de jeux de rôle à l'époque, ça m'arrive encore d'en refaire aujourd'hui. Et je sais, aujourd'hui, quand je crée un personnage pour faire du jeu de rôle, j'ai plusieurs types d'inspiration. Alors, j'ai Luke Skywalker, j'ai Gandalf, j'ai Robin des Bois et j'ai Snake Plissken. Et c'est toujours plus ou moins un personnage, c'est un peu des variations là-dessus, quoi. Et donc c'est vraiment ce qu'incarne Snake Plissken en tant que personnage, vraiment quelque chose qui me parle en fait là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de Carpenter dans ce personnage-là aussi. Il y a quelque chose de très très visuel, de très graphique chez ce personnage, qui évoque à la fois le pistolero, mais aussi le pirate. Enfin, il y a vraiment tout. On a l'impression que c'est un peu un condensé de toute une façon de concevoir le anti-héros. Un conglomérat, ouais, vraiment. Et qui en même temps n'est pas parodique. En tout cas, moi, le personnage, la première apparition de Snake Plissken dans New York 97, donc pas quand on voit qu'il descend du bus, mais quand il discute avec Bob Hawke, qui lui confie la mission, je trouve que c'est une manière de poser un personnage en quelques lignes de dialogue qui est incroyablement efficace, quoi. Juste quand il lui dit le président est à bord du vaisseau et que le mec lui dit le président de quoi, et qu'elle lui dit mais je déteste qu'on se foute de moi, on comprend que Snake Plissken il en a à peu près rien à foutre de l'autorité qu'il a devant lui ou du truc insolent, un homme insolent. Voilà. Mais il y a un truc intéressant dans ce que tu dis de l'absence de l'aspect parodique, c'est qu'on est à un moment du cinéma américain et surtout avec cette génération de réalisateurs qui ne sont pas d'un parodie. Ils digèrent énormément de codes avec lesquels ils ont grandi. Carpenter en fait vraiment partie, Joe Dante en est un autre, mais ils ne sont pas à ce moment-là dans les années 80, dans le postmodernisme, dans la parodie, etc. Ce qui va venir plus avec les années 90, mais effectivement là, il n'y a pas encore... On veut plus prolonger et renouveler les mythes des héros et des anti-héros sur lesquels ils ont grandi avec la filmographie, comment dire, ce type de personnages qu'on retrouve dans la filmographie sur laquelle ils se sont construits. Et effectivement, il n'y a pas encore cette espèce de distance tant du public que des réalisateurs. Oui, parce qu'un truc qu'on n'a pas forcément précisé, c'est que c'est aussi avant tout un cinéphile, Carpenter qui bouffe énormément de films, enfin qui a bouffé énormément de films avant même de commencer ses études au cinéma, ses études d'ailleurs dans la même école que George Lucas. Même école que George Lucas, tout à fait. J'ai oublié le nom. Il était juste un an, je crois qu'il était un an au-dessus de lui, George Lucas. Quand il est arrivé à l'école, c'était déjà un mythe en fait. C'était un mythe parce qu'il avait réussi à exploiter son film de fin d'études et tout le monde, et tout le monde lui disait, il faut faire la même chose. C'est ça, c'est ce que Carpenter va faire exactement. Comme il disait, au lieu de faire le meilleur des films étudiants, on a fait le pire film professionnel quand il parle Dark Star. Ce qui est pas, à mon sens, il est un peu sévère avec son propre film, mais c'est vrai que comme Antoine dit ici, et puis je pense qu'en même temps, c'est aussi qu'il y a une époque propice à avoir suffisamment d'argent pour toucher un petit peu des représentations visuelles ambitieuses, mais en même temps, il n'y a pas les impératifs d'un blockbuster. C'est-à-dire que le premier New York, on le considère comme un succès. Je pense qu'il a fait 25 millions de dollars d'entrée. Donc en même temps, à l'échelle des succès actuels, c'est peu. Mais par rapport au budget initial du film, qui je pense était de 5 millions ou 6 millions, on a une économie en fait qui permet à des Carpenters de développer aussi avec crédibilité des univers qui sont violents, qui sont iconographiques, mais où en plus, et là pour
le coup, je pense que ça se sent très très fort dans l'atmosphère de New York 1997. Et je rallie à ce que disait, je me rallie à ce que disait Bastien tout à l'heure sur le côté conteur fantastique. C'est qu'il y a une ambiance très cauchemardesque, je trouve, dans Escape from New York, notamment dans l'installation de la découverte de New York, et où quelque part tout le travail dont j'avais déjà pu parler de Dean Cundey sur le clair-obscur dans Halloween ressurgit, je trouve, complètement dans les premières visions de New York. Même avec l'explication, tu vois, quand il parle des crises par exemple, ces mecs qui sortent des égouts, etc. Il n'y a rien d'horrifique, mais ça te fout comme les scènes. jetons. C'est une pure scène d'horreur. C'est génial. Pure scène de zombies. Oui, tout à fait. C'est marrant ce que tu dis sur le côté clair-obscur, parce que je suis tombé pour la première fois sur une citation, enfin sur une interview de Carpenter pour le bouquin, le livre qu'il a sorti en anglais, enfin de Prince of Darkness, le bouquin qu'on a sorti sur lui, que j'avais jamais réussi à trouver et que j'ai pu lire enfin récemment, où il dit, il y a un moment tout d'un coup, il parle vraiment d'influence stylistique de l'histoire du cinéma, où il dit il y a que deux façons de faire des films, soit la méthode russe où c'est le montage qui prime, soit la méthode expressionniste allemande où c'est la lumière et l'ambiance qui priment. Et moi, c'est clairement ma méthode. Et effectivement, ce côté expressionniste se sent très très fort dans tout le travail de Dean Cundey sur tous ces premiers films. Et je pense quand même, alors que paradoxalement, si on prend New York, qui est un film qu'on aurait tendance aujourd'hui à définir comme un film d'action, alors que l'action, on a tendance à penser de manière un peu... c'est un film de fuite. Voilà. Oui, c'est ça. On a tendance aussi à penser qu'un film d'action, c'est souvent un film où ça explose, donc quelque part où on montre les choses. Alors que, on évoquait même ça quand on parlait de Die Hard la fois dernière, c'est en même temps, il y a certains films d'action qui se construisent sur la construction de ce qui précède l'action, la tension qui précède et le moment où ça explose. Voilà, je trouve que New York, Escape from New York fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on a une mise en place qui pour le coup prend vraiment son temps, s'installe, et finalement et ça je trouve extrêmement intéressant dans la manière dont le film est construit. Alors justement, Antoine parlait d'une scène d'introduction qui a été coupée, on reviendra peut-être sur les raisons qui ont fait qu'elles ont été coupées, mais finalement quand on revoit le film aujourd'hui, une fois qu'on nous a présenté Snake Plissken, ce qu'il y a d'intéressant, et je trouve que c'est une des plus-values du film, c'est qu'en fait on nous dit que New York est devenu une prison à ciel ouvert, on nous dit il y en a qui ont réussi à créer de l'électricité, ils arrivent à avoir un peu de pétrole, mais en fait il n'y a aucun élément qu'on donne au début de l'histoire qui nous explique comment New York fonctionne. Et ce qui fait que la première chose il que fait fonctionne que Plissken, sur des représentations du New York existant à l'époque. Tout à fait. Mais par contre, Plissken, quand il arrive dans New York, c'est un terrain qu'il connaît pas du tout. Il sait pas qu'il y a un grand méchant qui contrôle, il doit tout découvrir en fait. Et la première phase de New York, c'est vraiment une exploration dans une ville très sombre comme ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'époque où Carpenter est en plus extrêmement doué, vu qu'il a travaillé avec des petits budgets, pour savoir jusqu'où je montre et surtout qu'est-ce que je monte pas. Qu'est-ce que je dois mesurer pour que mon effet fonctionne, quoi. Il y a effectivement des choses que j'ai pas mentionnées dans le développement du scénario, mais on va se permettre de spoiler, donc là n'hésitez pas à spoiler. Je me dis le film est quand même assez vieux pour que vous l'ayez vu. Si vous l'avez pas vu, arrêtez de nous écouter, regardez-le et puis on continue. Mais en gros, il y a une espèce de grand antagoniste dans le film qui est le duc, qui est un personnage qui contrôle une énorme partie de la ville et qui a réussi à capturer le président. Et qui arrive très tardivement. Et qui arrive très tardivement et qui cherche à en faire une monnaie d'échange. Et donc voilà, tout le but de Snake Plissken, une fois qu'il va découvrir ça, sera de réussir à le libérer et à s'enfuir sous le nez, au nez et à la barbe de ce grand duc, quoi, enfin de ce duc. Mais en termes d'ambiance, par rapport à tout ce début, il y a un truc effectivement du cinéma de genre pur, limite horreur, qui est vraiment... Toute cette construction est vraiment incroyable en fait. Il y a une progression jusqu'au moment où l'histoire commence vraiment, où je trouve vraiment le travail tant des effets spéciaux que de la lumière. C'est donc le Dean Cundey qui est le chef-op de Carpenter depuis le début de sa carrière et qui va rester avec lui jusqu'à un certain moment. Je sais plus. Jack Burton, je pense. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et également comment il s'appelle encore, son directeur artistique, Joe Alves, qui lui vient de chez Spielberg. Il s'est fâché avec Spielberg avec Rencontre du troisième type parce que Spielberg visiblement s'appropriait, selon c'est dire, trop du mérite de son travail. Et donc tout d'un coup, il y a quand même quelqu'un d'un grand talent qui vient aussi sur ce film, où ça se ressent énormément. L'arrivée de Bob Hawke, c'est ça? L'arrivée de Bob Hawke avec ses équipes. Qui est incarné par Lee Van Cleef. Lee Van Cleef est incroyable. Là, on a aussi du pur genre. Je trouve que le premier détenu qu'on voit, qui est joué par Frank Doubleday, qu'on avait déjà vu dans Assaut, de Carpenter, qui jouait le tireur blond et qui revient ici. Son arrivée, on est quasi sur une goule en fait. Oui. Vraiment un monstre. Ah oui. Mais il est même maquillé comme ça. Il est même maquillé comme quelqu'un de mort en fait. Il est tout pâle. Tout pâle avec des grandes dents. Ses dents ont été limées ou un truc du genre. Et puis on a un des rares. Il y a quelques gros plans très gros plans dans le film, mais ils sont rares. On a un des rares très très gros plans qui vient tout d'un coup nous montrer, vraiment nous mettre l'enjeu très très fort. C'est que tout d'un coup, alors qu'on en est dans des plans plutôt reculés, cette goule
ouvre un mouchoir et on voit le doigt du président dedans. Et là, soudainement, on rentre de plein pied dans l'enjeu du film, dans le démarrage, quoi. On a tout d'un coup toute l'horreur possible de ces détenus qui sautent au visage tant de Lee Van Cleef que du public. Et le personnage, d'ailleurs, parce que tu parlais du côté méta, mais en même temps, c'est l'époque pour Carpenter en 80. Il commence à sentir qu'il y a une vague de cinéastes horrifiques qui est en train d'arriver. Il y a des personnages. Ce personnage-là en question, il s'appelle Romero. Et il y a un autre personnage dans le film qui s'appelle Cronenberg. Aussi, donc il y a très clairement une conscience qui font partie peut-être d'une espèce de nouvelle vague, futur Master of Horror, comme Miguel va les appeler, mais en même temps ça tient plus du clin d'œil que de la fondation de ce qu'on raconte, quoi, le personnage. Puis tu dis ça fait Ghoul, mais il a aussi un côté indien, enfin il a cette coiffe comme ça. Moi, je pense beaucoup à The Warriors de Walter Hill, tu vois, ce côté avec ses gangs urbains qui est aussi à nouveau de nuit, et je trouve que dans le style du personnage de Romero il y a un truc comme ça, quoi. Où les mecs peuvent démarrer au quart de tour juste pour te buter pour le plaisir, quoi. Effectivement, Walter Hill qui est un des autres, à peu près de cette même génération, qui est quand même très proche de Flibustier aussi du cinéma. Il y a aussi cette manière de filmer les antagonistes. On parlait de ceux qui, parce que dans le New York, il y a différentes factions, différents gangs, et puis il y a aussi justement les crazies, ceux qui vivent quand ils sortent. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser aux ennemis d'assaut. Enfin, cette espèce de masse. Les personnages sont individualisés, ils ont des tenues différentes, mais Carpenter les filme presque comme une entité unique, comme mue par une conscience. Ce sont que des ombres d'ailleurs, tu vois jamais leur visage. Et il y a ramène à Assaut, vraiment. Exactement. Et même The Fog aussi. En fait, il y a même le fait qu'à cet instant-là, c'est une menace, mais il y a même une séquence qui suit derrière cette séquence-là, où là, ça devient un vrai danger et où il tue littéralement quelqu'un. Et là, la scène est aussi ultra horrifique quand ils sortent du sol et qu'ils happent quelqu'un. La fille. Et quand ils attrapent la fille, effectivement. Pour le trivia, la compagne de Kurt Russell de l'époque. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Ah d'accord. Il y a beaucoup de compagnes en fait. Il y a Debra Hill qui était la femme de Carpenter, je pense encore à l'époque. Alors il y a un côté, c'était donc voilà. Je clarifie. Il y a un côté film de potes parce qu'en fait c'est plein de gens qui se connaissent déjà. Tout à fait. C'est une vraie famille de cinéma. On n'a pas fait de point casting, mais en fait il y a plein de figures connues que vous connaissez. T'as énormément de second couteau qui étaient là dans les précédents films de. Voilà, c'est ça. Carpenter. Tom Atkins aussi. Il fait partie de ces gens comme il se construit sur une cinématographie à ce moment-là assez indépendante. Il y a vraiment une famille de cinéma qui se crée effectivement. Et pour prolonger cette famille cinéma et les grands maîtres, donc puisqu'on parle toujours de l'intro du film, je trouve qu'il y a une scène qui reste d'une puissance iconographique vraiment inégalée aujourd'hui, qui est l'arrivée de ce planeur dans New York, la façon dont il entre, c'est en planeur, pour ceux qui ne connaissent pas le film, parce qu'il n'y a pas de moteur, et il va atterrir sur le toit du World Trade Center en silence et en cachette pour que personne ne se rende compte que quelqu'un est envoyé, sinon on risque de buter le président. C'est ça le risque. Et cette entrée est faite de plusieurs façons. D'une part, il y a les maquettes de la ville elle-même, mais il y a également des maquettes qui ont été faites pour simuler un simulateur de vol, donc une espèce d'environnement 3D. Oui, un truc à la Star Wars, quoi. Voilà, qui n'est pas de la 3D, qui est en fait une maquette de building peint en noir avec des bandes fluorescentes sur le bord. Et il faut quand même dire qui a fait ces effets en partie. C'est James Cameron. James Cameron, tout à fait. Ah oui. Donc on a quand même James Cameron qui a 1 an de faire son premier film, si on peut qualifier Piranha 2 de premier film, mais il a 1 an de commencer vraiment à rentrer là-dedans, et il fait partie à ce moment-là de cette écurie-là, quoi. Je pense aussi qu'à l'époque, et c'est peut-être une des différences qu'il y avait entre autres avec Los Angeles 2013, c'est Carpenter connaît le fonctionnement de ces effets spéciaux, du practical. En fait, c'est un technicien extrêmement aguerri. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, encore aujourd'hui, moi, quand je revois New York, je trouve qu'il a une tenue qui est assez folle. Et notamment parce que je trouve que le premier plan où on nous montre New York avec cette Jeep qui arrive, alors filmé en plus, éclairé de manière très expressionniste, tout est noir autour, il y a juste un petit point de lumière qui frappe, puis on a la caméra qui remonte, qui passe par un espace complètement noir, où à mon avis ils font la transition vers la maquette, puis on sort de cet espace noir et on voit que les silhouettes, moi je me rappelle les premières éditions VHS de New York, d'ailleurs c'était difficile de distinguer ce qui se passait, parce que la qualité était assez merdique, mais le film est déjà assez sombre, mais là par contre on voit juste ce New York lointain, cette île de Manhattan, avec quelques silhouettes qui passent devant, et je trouve que ça te pose un univers, mais avec une efficacité. C'est juste une toile peinte à ce moment-là, effectivement, mais ça fonctionne extrêmement bien. Avec la musique minimaliste de Carpenter, parce que c'est Carpenter qui fait la musique aussi avec son collègue Alan Howard. Ouais, parce que tout l'enjeu, tu l'évoquais, c'est avec un si petit budget, comment montrer un New York aussi dévasté, enfin à moitié dévasté, avec peut-être des endroits détruits et des choses comme ça. Et c'est là que ça devient complexe. Tout à fait, très bonne question. Effectivement, donc ils ont tourné à Saint-Louis dans le Missouri, c'est ça, si je me trompe pas. Je pense que ça, c'était pas New York en tout cas. C'est pas New York, non, c'est Saint-Louis, Missouri. En fait, c'est une ville qui a vécu quelques années auparavant un dévaste à cause d'un incendie.
Et donc il y a une grande partie de la ville qui était en partie abandonnée. Et ils ont utilisé cette partie de la ville pour reproduire New York. C'est essentiellement les plans des plus grandes rues, etc. L'arrivée des 2 hélicos quand Lee Van Cleef vient pour essayer de récupérer une première fois pour chercher le pod en tout cas, et essayer de récupérer le président. Tout ça est tourné vraiment à Saint-Louis. Donc ils ont vraiment pu simuler le vrai New York avec ça, avec chaque fois des éclairages dingues. Grande scène aussi plus tardivement dans le film, qui est la scène de gare, où il y a le train dans lequel le président est capturé par le duc, etc. Cette gare immense et complètement dévastée, c'est aussi là-bas, c'était une gare à l'abandon, mais qui était encore une espèce de vestige de ces États-Unis avant qu'on ne redétruise tout et qu'on remplace par des centres commerciaux, etc. Il y avait encore cette espèce de moment des États-Unis. J'imagine qu'aujourd'hui on tournerait probablement ça à Détroit, en fait. Oui, tout à fait. Cette exploitation de décors naturels, évidemment, permet aussi d'amener justement une excellente balance entre ce qui doit être recréé pour le film, mais en même temps d'exploiter. Du coup, paradoxalement, je trouve que le côté fantastique ressort encore plus de cela, c'est-à-dire qu'on transfigure quelque chose qui existe déjà. C'est un peu ce que George Romero faisait aussi dans le début de sa carrière, c'est-à-dire utiliser des choses qui existent et les exploiter pour faire ressortir leur potentiel ou horrifique. Et là, il y a plusieurs choses qui se posent dans ce que dit Antoine. C'est en fait, à mon sens, on a encore cette période où Carpenter sait vraiment faire des modèles d'exposition dans ses films. Sauf que à la base, effectivement, il s'était planté. Vu que la scène qui ouvrait le film, finalement, n'est pas dedans. Je te laisse peut-être en reparler. Oui, ou Bastien. Qui veut en parler? Je bois vos paroles. Tu prends la parole quand tu veux, Bastien. Bah oui, donc il y avait une longue scène d'intro, mais a priori, si je me plante pas, je me demande si c'est pas un peu sous l'insistance de la prod. De son monteur ou de la prod. En tout cas, elle était écrite de toute façon, mais il y a... Donc c'est une scène de casse, une scène de vol de banque où en fait on commence dans un grand espace qui ressemble un peu à une ferme de serveurs aujourd'hui et on a ce grand espace avec un robot qui annonce une fermeture, etc., des gens qui partent, etc. On est déjà en Panaglide dès le début, donc l'ancêtre de la Steadicam que Carpenter va beaucoup utiliser sur Halloween et puis par la suite. Et on se rend compte que quelqu'un reste et en fait commet un casse. C'est Snake Plissken avec un complice. Ils volent en fait des cartes de crédit parce que c'est comme ça qu'ils nous annoncent un peu le futur, c'est qu'il n'y a plus d'argent, ce sont que des cartes de crédit. Et ils s'enfuient, ils vont prendre un métro. Qui était un vrai métro, mais un des métros les plus récents aux États-Unis à ce moment-là, et qui est assez futuriste dans son look. Et puis en fait, au bout d'un moment, ils se font rattraper et tirer dessus. Et Snake s'enfuit parce que son comparse est touché et lui dit barre-toi, barre-toi. Snake s'enfuit, hésite, revient pour essayer d'aider son comparse et se fait capturer. Donc l'idée c'était de montrer avant tout par là que Snake Plissken est un être humain. Ouais. Et il a de l'empathie, etc. Pour après que tout ce qu'il montre comme espèce de dureté et d'aspect totalement rebelle, on sache que nous en dessous il y a autre chose. Et en fait ça marchait beaucoup moins bien. Ça diminuait son personnage, ça diminuait le côté mythique de son personnage. Et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait beaucoup mieux sans cette scène, aussi parce qu'en fait elle retardait le début et puis visiblement cette entrée était moins claire. Oui, c'est de l'exposition très classique. C'était de l'exposition très classique, mais qui très classique et qui en même temps retardait la compréhension du monde dans lequel ça se passait. Je crois que c'était un des problèmes, c'est-à-dire qu'elle était intégrée au premier montage qui était proposé un des projections test, et c'était les spectateurs qui à un moment donné, en fait, ils ne saisissaient pas la direction que le film prenait quand on arrivait à New York, en fait. Ils pensaient peut-être qu'on allait suivre un mec qui doit s'échapper, enfin voilà, qu'on allait suivre Plissken comme protagoniste principal, mais du coup, ils passaient à c'est comme s'ils échappaient à la transition, quoi. Un peu comme si le film était un court-métrage qui précédait le film. Et surtout dans la version actuelle, Plissken apparaît au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je pense quand même, il n'est pas là dès le début du film, quoi. Oui, parce que d'abord, comme je le disais, on suit le crash d'Air Force One, on voit les forces gouvernementales qui se demandent un peu ce qui se passe. C'est hyper intelligent. On le voit comme une figure, mais en fait, on ne sait pas qui c'est. On voit que le bus le dépose, et puis on voit qu'il passe, et donc il va être déporté. C'est à ce moment-là qu'on présente aussi ces petites boxes où on dit si vous voulez vous faire exécuter sur place, je crois que c'était dans sa suite, ça. Non, en fait, il arrive et puis. Il y a dans les deux. Dans la suite, on le voit, mais. Non, dans le premier, on voit ça et on va arriver Plissken. Complètement muet, on sait pas qui c'est, et c'est ensuite dès qu'on le voit arriver, qu'on enchaîne sur Bob Hawke qui arrive parce qu'il y a la situation d'urgence avec le président qui est en train de se cracher. Donc on passe, on nous pose vraiment comme ça le personnage de manière très idéale. En même temps, tu sais que le film va tourner autour de lui parce que sinon tu le suivrais pas, mais tu sais pas encore ce qu'il a à faire dans cette histoire, tu sais pas quel est son tempérament, c'est juste une icône visuelle en fait quand il arrive. D'autant plus
comme moi j'ai toujours vu le film évidemment sans cette scène, à ce moment-là tu sais même pas de quoi il est capable. Tout ce que tu vois, même s'il est super cool, super cool à On regarder. t'annonce quand même, hein, parce que dès que Bob Hawke fait la biographie dès le départ, c'est de Papa Hart, Non mais justement, premier militaire le plus jeune ce gradé. que je veux dire qui c'est fait tant que t'arrives président, pas à machin, ce etc. moment-là, tu sais pas du tout de qui il s'agit. Et Non, c'est bien sûr, justement bien sûr. dans les Mais, premiers dialogues. c'est là, pour moi, c'est l'intelligence de Carpenter, c'est qu'il y a un peu à côté de John Wick, tu vois, c'est qu'il y a tellement d'histoires autour de Snake Plissken Ouais. qu'au bout de 40 secondes, ok, ce mec est badass quoi. Ah d'ailleurs il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est quand il arrive sur New York tout le monde le connaît. Oui, bah, Il y a cet aspect-là c'est vraiment- dans c'est la le phase- pistolero légendaire. C'est ça. C'est à un tel niveau que c'est presque risible parce que le premier personnage qui le pire dans regarde le l'autre, quand même. reconnaît déjà. Ouais, effectivement. ouais. C'est pire dans 2013 quand même. Mais en fait, là, c'est vraiment un trope qui vient du western. C'est Ouais, vraiment, il totalement. arrive, en fait, il est tellement connu que ouais, son visage parle automatiquement. Il y a beaucoup de raccourcis comme ça. Hein, et Carpenter pratique assez souvent ça. Ce genre de truc où à un moment donné, il y a quand même des raccourcis narratifs un peu faciles dans Mais- ses films. mais de dire, c'est- Dont il ne s'embarrasse pas en fait, ça qui est bien. Tout à c'est fait, qu'en fait, ouais. il l'assume tellement qu'on accepte assez rapidement. ouais, en fait, ça devient un ce jeu de qu'il y a. complicité Ouais. parce qu'en même temps, ça permet aux personnages de se rencontrer, ça enrichit Snake Plissken, mais de son aura et tout ça. Mais en même temps, ça ne vient pas remplacer une construction scénaristique plus solide derrière. Ça Et tu vois, c'est amène en quelque partie pour chose, ça que hein. je parlais de conteur tout à l'heure, plutôt Oui. que réalisateur ou Mhm. scénariste, etc. Parce qu'il s'embarrasse pas en fait, que ce soit bien clair, bien précis, etc. Tout ce qui compte, c'est transférer une émotion au moment où il faut transférer une Mhm. émotion. Quoi. Ouais, Et il ouais, n'y a pas de c'est- secret, je veux dire, c'est un mec qui joue la musique, c'est un mec qui fait le montage lui-même, et en plus Mhm. qui signe avec des Ouais. noms aspirés de western et autres. Mhm. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il Ouais, s'embarrasse ouais, pas, tout t'es à là pour vivre fait. un moment. Quoi. C'est d'ailleurs à un moment donné, quand il avait fait Meurtre au 43e étage, ce qui est là où il va. Enfin, à l'époque, parce qu'on parlait de Debrail et tout le truc, donc en fait, quand il a réalisé Halloween, il était le compagnon de Debrail qui était la productrice, puis il rencontre Adrienne Barbeau sur Meurtre au 43e étage, qui était un téléfilm où elle incarnait d'ailleurs un personnage de lesbienne, ce qui était assez innovant à l'époque. Mhm. Et tout. Puis Adrienne Barbeau va jouer dans Fog, et puis Carpenter va se mettre avec Adrienne Barbeau par la suite, et ils sont ensemble quand ils Et font elle New York. apparaît dans le film. Et Et encore elle dans New York, apparaît, ouais. elle apparaît dans le film. Et en fait, Adrienne Barbeau, après, elle était très militante en fait à l'époque, notamment de Meurtre au 43e étage. Et elle disait à Carpenter, pourquoi tu fais pas des films plus politiques, dans le sens où Donc j'allais pourquoi tu j'allais veux vous pas- lancer là-dessus. Il pourquoi est tu très veux pas- politique le film. tu vois, mais en même temps, elle dit pourquoi tu veux pas transmettre des messages plus forts. Et lui disait, mais je veux pas que les gens réfléchissent en voyant mes films, je veux qu'ils sentent. Je veux qu'ils ressentent ce qui se passe. Et elle disait, c'est quelque chose qu'elle a mis du temps à assimiler en fait, même par rapport au travail de Carpenter, c'est qu'effectivement, comme dit Bastien, c'est quelqu'un qui est. Alors paradoxalement, c'est quelqu'un de très réfléchi. On sent qu'il est réfléchi, mais qu'en même temps, il a une capacité à maîtriser une certaine forme d'émotion et de tension qui, elle, est purement visuelle, purement organique. Et tu vois, c'est ça qui est marrant parce qu'on parle souvent de western, on parle souvent de choses comme ça quand on parle de Carpenter. On met souvent Hitchcock de côté, on le ressort pour Meurtre du 43e étage où il paie son tribut et il fait une masterclass en mode voilà ce que le maître faisait, je fais exactement la même chose. Mais il y a quelque chose de très Hitchcockien quand même chez Carpenter. Quoi. Ah, il serait pas d'accord avec toi par contre. Mais oui, ça, il je serait trouve radicalement aussi- contre, mais hein. il est beaucoup plus haut que ça, pour le coup. En tant que ouais. conscient, il y a quelque chose à Mais c'est dire, vrai qu'il là. aime pas tellement Hitchcock dans le sens où il dit qu'Hitchcock est dénué de surprise et d'émotion. Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose que je ressentais quand j'étais plus jeune, à l'époque où j'ai découvert Carpenter, Hitchcock ne me touchait pas. Donc je pense qu'effectivement il y a une différence chez eux quelque part dans l'aspect moins programmatique dans Carpenter, où effectivement il privilégie des moments de pure émotion ou des moments de surprise, là où Hitchcock tout est plus programmatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est lié aussi au cynisme? Tu vois, Carpenter est quelqu'un d'extrêmement cynique avec tout l'humour noir qu'il peut avoir, etc. C'est difficile. Alors, C'est difficile sur. Lui, c'est quelqu'un qui te dirait. Parce que la question du cynisme, je pense qu'il te dirait, il disait à un moment donné à l'époque, je crois que c'était de l'Oncle de la Folie haute, je suis quelqu'un en fait, sur le long terme, je suis optimiste, mais sur le court terme, je suis pessimiste. Et il se disait, donc je suis pas certain. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques, c'est Jean-Baptiste Auré qui parlait de Carpenter en disant, d'un côté, c'est effectivement un de ces cinéastes qui est issu de la période du Nouvel Hollywood et trucs, mais il disait par contre, autant effectivement il peut avoir un côté dur et cynique dans ses personnages ou dans le regard que les personnages peuvent porter sur lui, autant lui-même, il dit c'est un des rares cinéastes américains de l'époque, dans les années 70, qui croit fermement à une forme physique du mal. Quand il dit lui-même c'est le mal, c'est quand il parle des méchants dans... Une forme physique du mal. Oui, Chez vraiment, Carpenter. c'est vraiment ce qu'il dit, c'est À cette partir des masse... années 90, je suis d'accord, mais dans la période justement années 70-80, c'est compliqué quand même. Il sépare quand même toujours le mal, c'est-à-dire qu'il y a Il y a l'entité du mal. la- je suis la d'accord. Mais il explique C'est- qu'il y a deux façons de raconter, de faire des histoires d'horreur. Dans une très belle sortie d'ailleurs, qui dit, où à un moment donné, il dit l'histoire d'horreur, il y a deux façons de le faire. T'es au coin du feu, tu racontes une histoire d'horreur, et il y a soit tu racontes une histoire où tout d'un coup le mal vient de l'extérieur, soit tu racontes une histoire où tout d'un coup le mal vient de l'intérieur. Et en fait,
Il dit, moi, chez moi, le mal est toujours venu de l'extérieur. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse moins de raconter le mal qui gît au sein de chacun d'entre nous. Parce que, sans doute, je pense que la raison est déjà moins cinématographique à ses yeux. Et pour abonder dans le sens de Christophe, Carpenter dit fréquemment qu'en fait, il est fondamentalement un grand naïf. Et pas du tout un cynique. Il dit même qu'il n'aime pas le cynisme, en fait. Peut-être que c'est plus l'écriture qui a changé à mesure qu'on avance justement dans un cinéma plus postmoderne dès qu'on aborde le genre à partir des années 90, etc. Mais lui ne se sent pas du tout comme un cynique. Il se sent comme un grand naïf. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant, peut-être qu'on aborde une question par rapport à Snake Plissken et à Carpenter. Je me demandais votre avis à chacun sur quel serait le personnage de Carpenter dans les films de Carpenter qui sont le plus proches de lui, et est-ce que ce serait Snake Plissken ou pas? Moi j'ai ma réponse, compliqué. mais je me demande. Disons que là, trouve, peut-être juste pour dire par rapport à la question du mal, par exemple dans Halloween, on dit clairement Michael Myers c'est le mal. C'est comme ça qu'il est qualifié. Et les personnages qui attaquent le commissariat dans Assaut, c'est une espèce de masse informe qui a l'air dominer. C'est un peu Légion, quoi. C'est l'idée d'une masse qui est la notion de animée. physique. Parce que pour moi, la façon dont je vois comment Carpenter a construit son cinéma, c'est vraiment dire on est sur une entité du mal, effectivement. Oui. Donc c'est les ondes d'assaut, c'est le brouillard, c'est même Michael Myers qui fondamentalement est très c'est le monolithe de 2001, quoi. C'est sans expression, tu produis ce que tu veux, et c'est le génie d'ailleurs d'avoir mis un masque sur Michael Myers. Et au fur et à mesure de sa carrière, il va construire quelque chose, ça devient une espèce d'objet un peu difforme qui est The Thing, jusqu'à à la fin arriver sur des vampires, sur des Ghost of Mars, où là c'est concrètement assimilé, c'est un mal avec une forme humaine. Donc c'est pour ça que j'étais un peu trigger sur je comprends ce que tu veux dire, ok. Il y a eu un moment, je sais plus où, quelqu'un qui résumait le cinéma de Carpenter dans sa progression en disant d'abord l'homme est d'abord prisonnier chez vous dans un lieu. Ensuite l'homme est prisonnier dans son corps. Et puis l'homme est prisonnier dans son esprit. C'est-à-dire que, en gros, le corps c'est la chose, et l'esprit c'est... On commence à rentrer dans une Demos of Madness, etc. Et donc, c'est comme si le lieu d'où pouvait surgir l'horreur se rétrécissait de plus en plus, en fait, dans son cinéma. Au point d'un moment coïncider avec l'être humain. C'est exactement ce qu'il fait avec Halloween. Hein. Il rétrécit l'espace au fur et à mesure que le film avance. Donc, Mais oui, c'est... Mais pour en revenir à New York 97. Alors. Mais on n'a pas encore répondu à la question. La question sur est-ce que Snake Plissken... À quel point est-ce que Snake Plissken est John Carpenter ou pas? C'est bien, il anime pour moi, Antoine. C'est cool. Mais tu reviens quand tu veux, Vincent. N'ayant jamais discuté directement avec Carpenter, et comme j'ai jamais vu essayer de sauver un président dans sa durée de temps réduite, il faudra qu'on reparle du timing, de la notion de timing, aussi, de chrono dans les New York. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu... Snake Plissken, ça pourrait être Carpenter quand il est vraiment déçu de tout, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est le moment où il a même plus envie d'être un mercenaire. C'est le moment où il dit je roule juste pour ma pomme et fuck. Tu vois l'intro dont tu parlais, la fameuse scène où on montre le côté visage humain, en fait elle a jamais été complètement oubliée, et ce sera intéressant d'en parler quand on imagine la définition du anti-héros. C'est-à-dire Snake Plissken n'est pas une crapule entière, c'est pas il a plusieurs moments on voit il s'humanise même dans New York 97. Tout à fait, à la fin du récit il est humanisé. Il y a plusieurs rapports où en fait tu sens que c'est moi j'ai toujours un peu l'impression, j'espère que personne ne fera l'histoire officielle de Snake Plissken parce que je m'en fous, mais que c'était peut-être quelqu'un qui était vraiment un idéaliste au début. Arrête, ils vont t'entendre. Tu vois, et qui à un moment donné n'en a plus quoi, tu vois, et qu'à un moment donné dans tous les films t'as un peu l'impression que parfois ils vont reposer un peu la question de se dire finalement est-ce qu'il y a encore un peu de trucs dans lequel je peux croire dans cette connerie, quoi. Et il est constamment déçu. Il a quand même souvent sa rédemption aussi, hein. Il essaie de sauver des gens où il n'y arrive pas, oui, tout à fait. Un petit twist à la fin des deux films, il y a le petit truc en fait qui fait il est quand même vraiment cool, hein. Mais est-ce que c'est une rédemption? Est-ce que ce personnage agit pour autre chose que sa propre pomme? Il y a ce truc, je crois que c'est Kurt Russell qui disait lui-même, c'est un personnage qui dans sa tête il n'a que la minute qui suit. En fait, qui tombe dans sa tête. Il cherche juste à survivre. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que c'est un peu la carotte qu'il fait avancer. C'est qu'en fait, il lui implante une charge qui explosera au bout de certaines heures, qui lui pètera les artères et donc il mourra instantanément. Et donc, il est obligé d'aider le gouvernement à récupérer le président parce que sinon, il meurt. Et donc, tout ce qu'il va faire, c'est dans le seul et unique but de sa propre survie. Mais c'est pour ça que c'est bien quand tu as parlé de films de fuite, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est un mec qui fuit la mort en essayant de trouver une solution très rapidement. D'où le titre, effectivement, qui est plus parlant, qui nous ramène au western. Le titre original qui s'appelle Escape from New York. Moi je pense aussi, j'essaie de creuser un peu la question de qu'est-ce qui rapproche Snake Plissken de Carpenter et vice versa. Il y a plusieurs trucs intéressants, je trouvais, c'est que
il y a quelque chose qui est dans tous ces films et dont Snake Plissken est un peu l'incarnation ultime, qui est vraiment la méfiance par rapport à l'autorité. Et Carpenter, en fait, c'est assez intéressant, c'est quelqu'un qui a ça. C'est-à-dire que Carpenter dit clairement, je suis pas anarchiste. Là où Snake Plissken, clairement, il pourrait, ça peut être un anarchiste. Ouais. Je ouais, dirais même que Oui, factuellement, j'ai l'impression Dans le refus de toute forme d'autorité. C'est ça, il y a- là où Carpenter dit non, moi je crois fermement en la nécessité de lois et de règles, de codes pour que la société fonctionne. Mais il dit par contre, dès qu'on commence à déifier un président, etc., là tout de suite je me méfie. Là je me dis, la merde va arriver. Surtout quand le président commence lui-même à se dire, je fais partie de l'histoire, là il dit, c'est mal barré. Il y a ça, donc, qui les rapproche quand même assez clairement, mais malgré tout avec Plissken qui est, comme le disait Christophe en fait, qui est un cran plus loin. C'est sans doute Carpenter qui est arrivé vraiment au bout de sa déception, puisque comme il se dit naïf et que comme c'est quelqu'un qui croit fermement en l'Amérique en fait, malgré toutes les déceptions, il continue de croire fermement en l'Amérique. Et Snake Plissken, c'est quelqu'un qui a priori n'y croit plus d'une certaine façon. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est, je pense, c'est que Carpenter, il a été élevé pas du tout il n'a pas du tout grandi avec la culpabilité judéo-chrétienne. Donc ses parents étaient méthodistes, donc protestants. Et en fait, cette culpabilité-là, cette espèce d'autoflagellation, ne fait pas du tout partie de ses valeurs de base. Et Snake Plissken, clairement, pareil. Et comme le dit à nouveau Christophe, Snake Plissken, c'est l'absence de culpabilité, mais poussée aussi à son paroxysme. D'où une scène qui a beaucoup fait jaser par rapport à New York 97. C'est à un moment donné, quand il arrive vraiment dans les bas-fonds, qui commence à descendre, oui, je vois la scène. il tombe sur une scène de viol, une femme qui est en train de se faire malmener. Et il tourne la table. Et il continue, il trace son chemin. Il n'est pas là pour ça, il est en train de suivre le radar qui va le mener normalement au président. Oui, parce qu'il y a des twists, évidemment. Voilà. Mais en fait, il détourne complètement la tête de cette scène, enfin de cet événement, quoi. Donc ça, vraiment, cette absence de culpabilité, il nous la vend au summum. Et à nouveau, pour dire, Snake Plissken, c'est pas non plus Carpenter, c'est que Carpenter est très clair là-dessus. Il dit, là vraiment, je pose mes limites. Enfin, ce n'est pas une chose bien. Snake Plissken n'est pas spécialement quelqu'un de bien fondamentalement. Quoi. Tout à fait. Il y a une évolution en fait. Snake Plissken, tu vois qu'il est dans la continuité aussi de Napoleon Wilson, qui était le détenu de l'assaut. J'allais y venir en fait. On voit qu'il y a effectivement une continuité là-dedans. Il y a des thématiques entre la figure du rebelle et aussi le fait de filmer des laissés pour compte, qui se retrouvent tous les deux dans les New York, qui étaient déjà présents dans l'assaut, qui se retrouvent dans les New York et les Los Angeles, et qui aussi se manifestera, je trouve, dans Invasion Los Angeles, dans le fait de montrer... Je dirais pas des laissés pour compte. Mais pas des laissés pour compte, tu le mentionnerais comment ? Je dirais plutôt une classe que... C'est pas vraiment une classe moyenne, mais en tout cas, c'est une catégorie de personnes dont on n'a pas l'habitude de voir au cinéma à ce moment-là. C'est comme ça que je le mettrais. Ah oui. Et qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui, encore moins. Après, je crois qu'il y a un truc. Carpenter, son rapport au cinéma est un peu. D'une certaine façon, c'est assez marrant parce que en France, on aime bien dire que c'est un auteur du fantastique et tout le truc. C'est plutôt un titre que lui, je vais pas dire qu'il le réfute, mais ça lui paraît un peu lointain, quoi. Comme il dit lui-même, sa perception, il a une espèce de relativisme. Il dit, moi, aux États-Unis, on me voit comme un nul, en Angleterre, comme un réalisateur de films d'horreur, et en France, on me voit comme un auteur. Je pense aussi qu'il a goûté au délice très particulier de voir que ces films ne sont pas appréciés chez soi mais appréciés ailleurs, puisque c'est l'histoire de sa carrière. C'est quand il fait Assaut aux États-Unis ça sort, c'est un flop, puis le film est vu en Angleterre, le film il fait des festivals, une vraie réputation en Angleterre, la réputation revient aux États-Unis et le film ressort là-bas auréolé du succès anglais. Et même déjà Dark Star aussi. Dark Star est un succès aussi en Angleterre dans les réseaux étudiants, etc. Qui est devenu culte depuis. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et en même temps, d'une certaine façon, Carpenter, il a toujours dit, lui, il est plutôt de l'école Howard Hawks, donc c'est-à-dire que selon lui, le cinéaste doit se mettre au service de l'histoire qu'il raconte. Son style doit être assez transparent, il se met vraiment au service de ce qu'il raconte. Filmé à hauteur d'homme. Voilà, filmé à hauteur d'homme, mais ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. Et mais par contre, tout en ayant une conscience qu'il est dans une époque où son nom doit avoir une forme de valeur, parce que très tôt, il va faire en sorte d'imposer au générique de voir John Carpenter's quelque chose. Donc, comme il le dit, c'est son côté, il le dit lui-même, je suis un enfant du capitalisme, donc je veux quand même gagner de l'argent avec ce que je fais, je veux pas me sacrifier. Mais on voit qu'il veut jouer le jeu hollywoodien. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qui va caractériser sa carrière, il va souvent dire quel genre de gars est-ce que je suis. Dans le fameux documentaire dont je parlais, c'est exactement, il me dit, si vous me parlez gentiment avec respect, je modifierai mon film, je réfléchirai à vos propositions et tout. Si vous me dites change ça, il va dire rien. Je ferai rien. Et c'est souvent les anecdotes qui couraient selon à un moment donné, quand on l'emmerdait trop, il tournait qu'une seule prise.
Comme C'est son ça, côté le, Plisken. ouais, son montage ne pouvait être que celui qu'il voulait. Il n'y avait pas de prise alternative. Il n'y avait pas moyen. Ce qui est très choquant hein, pour le- Ouais, ouais, Je trouve et en que même c'est temps, comme ça ouais, aussi, tout à fait, tout à fait. Mais on peut voir que toute sa carrière, il va essayer de jouer le jeu hollywoodien, de refaire des petits films, et puis monter en grade, refaire des films plus importants en termes de budget, et puis se gameler, repartir, Repartir de recommencer. rien et se regameler. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il devient, de par son parcours, une espèce de maverick, comme Ouais. ses personnages, alors qu'effectivement, le rêve hollywoodien, c'est vraiment ce qu'il a travaillé depuis toujours. Et il dit souvent, j'aurais voulu bosser à l'âge d'or des studios, etc. Je sais pas s'il aurait réellement aimé, in fine, parce que je me demande si c'est pas un peu un fantasme. Oui, qu'il en fait, alimente. il y a un truc qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais dans sa carrière, les seules vraies réussites commerciales, ou etc., juste commerciales en tout cas, ça a été ses films indépendants. C'est souvent ces films indépendants, Voilà, tout à fait. seulement ses films Ouais. indépendants. En fait, Parce que il dès est- qu'il rentrait dans les Il est sur une pente ascendante. Au début de sa carrière, il est sur une pente ascendante de film en film. Il fait Halloween, Alors, il a un sens très pragmatique en même temps parce que quand il fait Halloween, qui est super fun à faire, il fait un film d'horreur après qui est The Fog, où à un moment donné, en fait, ça fonctionne pas. Parce que le tournage, ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, il retourne une grosse partie du film pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Ça montre quand même à quel point il veut que son film marche. Mais à chaque fois, ce sont des succès. Et en fait, jusque The Thing, il monte. Et c'est The Thing qui va être vraiment Voilà. le truc violent Et- qui va il disait si The Thing marchait à l'époque au début des années 80, je rentrais dans la A-list et j'étais à côté de Spielberg et compagnie. C'était aussi son premier film pour une majors, effectivement. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Premier c'est film ça, pour, ok. c'est Donc, pour Universal. si je me d'où trompe pas. le lien aussi avec Ouais. Snake Plissken qui semble pertinent. Mais tu voulais peut-être continuer. Non, je voulais juste redire un truc par rapport au fait de très tôt dans sa carrière, Dave Fogg, je pense, de mettre son nom en tête du titre. Mais dès Halloween. Dès Halloween. Dès Halloween. Oui, pardon, dès Halloween. Ouais. Et en fait, Carpenter. Donc oui, les films de Carpenter s'appellent John Carpenter's, Ouais. et puis il y a le titre. Et on Oui. pourrait prendre ça pour une espèce de côté mégalo, etc. Mais en fait, c'est vraiment une ode à ce qui lui a donné envie d'être metteur en scène. C'est-à-dire que le jour où il a compris ce qu'était le rôle de metteur en scène, il a commencé déjà à faire des films dès ses 8 ans. Hein. Il a une petite caméra Super 8 que son père lui file. Et donc il fait des films très tôt par rapport à son amour de la SF et du western. Et puis, à propos de western, un jour sort Rio Bravo, il entend que toute la ville va le voir, etc. Il est peut-être jeune ado à ce moment-là. Il va voir Rio Bravo, il est sur le cul. Et il se dit vraiment, il se demande plusieurs choses pendant Rio Bravo. C'est d'une part, effectivement, tiens, comment est-ce qu'on fait ça à ce point-là? Et puis surtout, il repère qu'il y a un truc particulier dans le générique, c'est qu'il y a un nom qui est mis en exergue, qui est Howard Hawks, et il est mis en exergue de la même façon qu'il l'a fait après dans ses films, c'est-à-dire apostrophe S et puis le titre Rio Bravo. Et c'est là qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un qui était aux commandes de tout ça, et qui s'est dit, mais c'est vraiment ça en fait que je veux faire. Et donc je pense que son utilisation, le côté récurrent de son nom en tête de ses titres, c'est vraiment une ode à Howard Hawks. Et d'ailleurs, Rio à Bravo son qui amour. sera une influence pour plein de ses films. Oui, des assauts. Oui, bien sûr. Des assauts, oui. exactement. Bah, de toute façon, les films de siège et tout ça, il le dit lui-même. Même ces films fantastiques et ces films d'horreur sont conçus comme des films de siège. Il adore la mécanique parano que ça peut installer et il dira lui-même que selon lui, un bon film fantastique est un film parano. Fondamentalement, c'est un film parano. Et même des années plus tard, quand il fera Vampire qui se passe dans le désert, la première chose qu'il fait quand il y a des affrontements, c'est les réduire dans des petits, ça. dans des petites prisons, dans des trucs, des lieux très étroits. Alors, on s'est un peu étalé, parce qu'à la base, on parlait de New York 1907. Avant, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce film, on n'a pas du tout évoqué la fin. Et il y a aussi un autre aspect que je voulais voir avec vous, je savais pas si vous aviez quelque chose à dire sur ce sujet-là, c'est que, même si il se défend de faire de la politique, New York 1927, c'est quand même un film qui est très très impacté par la politique de son époque. Alors ça, je ne sais pas si... Bastien peut-être, alors voilà. Donc moi je m'occupe des sujets chiants. Alors, il faut savoir qu'en 1980, Ronald Reagan disait... Mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois qui est très marqué par l'état de New York à l'époque où il tourne le film, et d'autre part, il y a dans la défiance de la figure de président quelque chose qui est très impacté par le Watergate. Et notamment, je trouve que c'est pas anecdotique parce que moi, c'est à chaque fois le truc qui me frappe lorsqu'on... Pourquoi est-ce qu'on parle de bandelette et pourquoi pas simplement juste sauver le président? Parce qu'il y a l'idée qu'ils doivent aussi récupérer une bande où il y a le secret pour la paix dans le monde. Je crois que... Non, Oui, c'est c'est une arme nucléaire, ouais. c'est une arme nucléaire. Hein, Ah oui, c'est une arme nucléaire. Oui, parce que beaucoup, on lui dit, tiens, tu connais quoi sur l'arme nucléaire quand il parle Oui, du c'est truc, ça, etc. oui, c'est ça, voilà, Et voilà. donc tu comprends bien qu'en fait, oui, les États-Unis vont juste diffuser ce message qui C'est est lors ça. d'un sommet justement pour la paix, si je me C'est souviens ça. bien, entre Oui, la oui. Chine, la C'est Russie, ça. machin. Et je trouve etc. que dans ce que ça amène thématiquement, c'est que je trouve que ça fait fort penser au Watergate et j'avais l'impression que ça
ça travaillait un peu. C'est le quoi. cas. Ouais, moi Voilà. c'est pas quelque chose que je ressens, donc je suis curieux de t'entendre sur ça. C'est juste le cas en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'il a écrit, en fait le film, il a écrit bien avant de le faire, il a écrit en 76 avec Nick Castle, et puis il a un peu remisé parce qu'il trouvait personne qui voulait faire ce genre de film à ce moment-là, et effectivement, en 76, il a écrit directement après le scandale du Watergate, donc il est vraiment baigné d'une défiance vis-à-vis du président, d'où le rôle que le président joue au sein du film. Pour Oui, moi, qui est vu comme une espèce de type peureux, voilà, qui est pas très. Et revanchard. Ouais, je pense Et que- revanchard, oui. Je me demande même s'il faudrait pas à un moment donné parler des deux présidents dans les deux films de manière Ouais. oui, spécifique. c'est ça, parce que, ça porte- autant le côté politique, je vois effectivement la grosse défiance qu'il y a dans Los Angeles 2013. Autant je la ressens peut-être un peu moins. Alors, faut dire aussi qu'on est quand même dans une époque où, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le Carpenter est quand même assez en marge de ce qui se fait avec ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, Mhm. où là, effectivement, c'est très marqué, cette espèce de défiance, cette figure qui est très très malsaine. Je dirais que Coppola fait un magnifique conversation secrète sur une thématique Ouais, bien pareille. sûr, Enfin, voilà. ouais, ouais. Donc ça, je vois très très bien vers où on va. Carpenter, pour moi, c'est... Je sais pas, j'ai un peu de mal peut-être à le lier à ce moment-là. C'est pas quelque chose... Enfin, voilà, je pense pas que c'est quelqu'un... Parce que ça concerne quand même souvent une espèce d'élite intellectuelle, toutes ces questions un peu comme ça. Mhm. Carpenter redescend à un niveau, comme on disait tout à l'heure, à hauteur d'homme, quoi. Donc c'est quelqu'un Mhm. qui va plutôt s'adresser aux classes moyennes. Souvent, ceux qui sont en prison à New York, ben... Là où c'est très marqué dans Los Angeles 2013, c'est qu'on t'explique que les gens qui sont enfermés dans Ouais. la prison, c'est des mecs qui sont aussi gays, qui sont intermondialistes, qui sont opposés parce qu'ils sont communistes. Enfin, Oui, voilà. ceux qui mangent de la viande rouge. Ouais, Voilà, je trouve qu'il que faut- je trouve que c'est intéressant quand à un moment donné on abordera Los Angeles 2013 de voir justement la comparaison de ce quasiment Voilà. statut de presque Ouais. remake, de voir comment. Ouais, qui est très marqué, qui est même limite Ouais. presque grossier en fait dans la caricature du problème politique qu'il y a à ce moment-là, Ouais. avec ce président qui est une espèce de gros prêtre, prédicateur, qui dit non, pas de sexe avant le mariage, Mhm. etc. New York dans le style, je sais pas, je sens pas trop. En, ce en côté, même temps, je pense que dans le. Parce que ce qui me frappe quand je revois les films ici, c'est qu'on aurait très bien pu imaginer prendre juste le pitch et dire il y a le président, hop, faut aller sauver le président. Sauf que on sent que malgré tout, hors cadre, il y a des enjeux qui dépassent largement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est dit dans des lignes de dialogue, on sort jamais de New York là-dessus, mais on dit clairement qu'il se rendait à une conférence extrêmement importante, que c'est la paix dans le monde qui en dépend, que donc en fait on nous définit, on nous suggère un univers qui est quand même Oui. au bord de l'explosion. Oui. qui est le climat de la guerre froide, quoi. Ouais. Oui, et Tout à d'autant fait. plus que la séquence, enfin, ce qui lance l'intrigue, c'est le fait qu'il y a des terroristes qui, en plus, émettent un message politique juste avant de se cracher. Oui, Il y a ouais. vraiment des répliques où ils disent on veut pas de votre état Oui, c'est vrai fasciste. qu'on oublie, Mhm. on oublie Voilà, c'est- on oublie ça. Il y a des, personnage, c'est dans le dialogue. Oui, quoi. oui, ils disent la prison impérialiste, Américaine, il va mourir exactement. dans la prison impérialiste qu'il a servi à Mais, faire. mais pour rejoindre Bastien, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire du tout, dans la façon dont c'est raconté, quelle est la position de Carpenter. Ouais. Ces terroristes, est-ce qu'il est près de leur considération ou tout à fait éloigné? Il est réellement impossible de le ressentir, parce que ce n'est pas l'intérêt. C'est juste la condition de départ du récit. Effectivement, c'est là qu'il est un pur narrateur et pas du tout quelqu'un. Par rapport à la question politique, Ah oui. c'est quelqu'un qui à la fois se revendique de faire un cinéma politique à certains moments, Oui, oui. et puis à certains moments on va dire exactement l'inverse en disant ben non, Oui, je, mais d'autant Ouais. plus je veux dans pas, la je veux façon. pas donner de message. Ouais. Le message c'est pour les répondeurs téléphoniques. Moi, Oui, mes tout films à ne fait. donnent pas de Et, message. et d'autant plus que, comme tu disais, il pose son point de vue sur Snake Plissken, qui lui se situe pile entre les deux. D'ailleurs, à la fin, la paix dans le monde, il peut l'amener, il s'en branle, il intervertit les c'est génial, cassettes. en fait. et- ouais, ouais. Les fameux fuck you finaux de Ah ouais, des fuck you de finaux, Snake Plissken, exactement. quoi. Ouais, ouais, et de Delive aussi, comme. Oui, et de il y a Delive, ce côté, ouais. il y a ce côté baroud comme ça. Mais Snake Plissken a vraiment introduit cette notion d'un dernier fuck you, d'un ultime fuck you, Ouais. jusqu'au fait de franchir le quatrième mur dans le deuxième. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est la seule fois à peu près où Carpenter le fait. Le Au final, fera, coup, ouais. on a Mhm. Kurt Russell qui nous regarde face caméra avant d'éteindre la technologie entière du monde entier. Au Non, passage, il a déjà éteint à ce moment-là. Il Ouais. grille sa clope au moment Ah où oui, il c'est regarde vrai, il grille sa au moment clope, où il regarde c'est le spectateur. c'est vrai. Le Faut paquet- quand même préciser un truc, c'est que certes, il éteint la technologie du monde entier, et comme dit Carpenter, il ne tue pas l'humanité, il éteint la technologie. Mais est-ce qu'on a pensé à tous les gens dans les hôpitaux qui Ah ouais, dépendent ça- Oui, c'est ça. Ah Ça, ouais. effectivement. Eh ben je non. pense. On n'y Mais- pense pas. Je pense, mais comme on dit, comme on dit à Snake Plissken, mais t'en as rien à foutre en fait. Voilà. Mais oui, c'est-à-dire qu'en même temps, je pense que quelque chose aussi qui, moi, on parle de ces derniers fuck et tout le truc. Moi, je sais quand je les avais découverts, quand on les avait découverts à deux, on le sentait venir. On avait envie que ça vienne. Parce C'est qu'on ultra est- jouissif. en fait, tout ce qui se passe, c'est depuis le début. En fait, Snake Plissken, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que c'est un peu comme John McClane. C'est pas un personnage qui veut aller vers l'action. La seule chose, il veut survivre, il veut s'enrichir, ça c'est clair, c'est un brigand, c'est un truc. Mais
il défend pas la veuve et l'orphelin, c'est pas Robin des Bois. Il y a des moments où, dans l'action, on sent qu'il est capable d'empathie et d'aller, mais à un moment donné, il ne se dit pas je peux pas laisser tomber les trucs, je peux pas. Non, J'avais un petit bémol sur la comparaison avec John McClane, parce que John McClane a quand même ce truc typique des héros d'action, en termes purement narratifs, vraiment en termes de dramaturgie. Le héros d'action et le genre action a quand même ceci. Vraiment de profond, c'est que le héros d'action est toujours un moment confronté en termes de climax, en termes de vers là où il va et en termes de sa réflexion par rapport à son propre parcours et les moyens qu'il implique, et John McClane en fait partie. La question du sacrifice est quand même toujours là. Au bout d'un moment, est-ce que ma propre mort n'est pas au sein du dispositif, au sein de l'enjeu en fait. Snake Plissken, c'est pas ça. Non, ce sont pas des décalques. Et là, on rejoint de nouveau, sans doute, à mon avis, l'éducation protestante de Carpenter. C'est-à-dire, on n'a pas ce côté judéo-chrétien où à un moment donné, le sacrifice est nécessaire au nom d'un plus grand bien. Plissken, fuck you, il n'a pas du tout ce truc. Et il est montré, en fait, il y a ce bar, parce que depuis le début, Snake, on le force à faire. Parce que le scénario pose de manière très ingénieuse d'ailleurs, un peu à la manière de Terminator. On te fait comprendre pourquoi il n'y a que Snake Plissken qui peut faire cette mission, parce que c'est le seul capable de piloter un planeur et de le faire atterrir discrètement. On dit c'est pour ça, fondamentalement c'est parce que c'est le seul qui peut s'introduire et il a suffisamment d'expérience pour espérer qu'il s'en sorte. Par contre, on sait aussi que s'il prend le planeur, il va se barrer. Et donc du coup, c'est là qu'on lui implante ses bombes sans qu'il le sache, qui le tue au bout de 24 heures, supposément, dans le truc. Donc depuis le début, en fait, à chaque fois, et même quand il dit j'ai retrouvé le bracelet qui permet normalement de trouver le président, c'est plus le président qu'il a, donc Plissken n'a plus aucune piste. On lui dit non, tu restes. Et donc à chaque fois, on se dit mais ce mec, à un moment donné, c'est pas possible. Enfin, il va craquer, il va faire un truc. Et effectivement, quand on voit qu'il arrive à récupérer la fameuse cassette qui détient le secret, à un moment donné, on se dit il va en faire quelque chose. Et en tant que spectateur, là pour le coup, ça devient super ludique parce que c'est un truc qu'il faut pas oublier. On parle de c'est que c'est un film extrêmement ludique. C'est l'idée d'un timing précis pour accomplir sa mission. T'as un peu l'impression que ça va aspirer tout le domaine du jeu vidéo pendant des années aussi. Oui, c'est circonscrit à une zone. En fait, on a une zone bien déterminée, bien précise. On a un temps limité pour faire le truc parce que c'est ça qui donne l'urgence à la mission de Plissken en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste pour le tuer comme ça, c'est parce qu'au bout des 24 heures, la conférence au sommet s'arrête. Et donc en fait, il n'y a plus aucun intérêt à récupérer le président. Donc du coup, il faut que. Mais tout ça en même temps, ça reste profondément fun, c'est quand même ça la caractéristique. Alors c'est impliquant via des atmosphères horrifiques, fantastiques et autres, mais fondamentalement à un moment donné aussi, quand Plissken commence à entrer dans l'action et commence à comprendre les règles du jeu, on rentre vraiment là dans quelque chose où ça reste un personnage d'infiltration dans New York. Dans Escape from LA, ça se discute. Mais dans le premier, c'est vraiment quelqu'un qui s'infiltre et il ne veut pas, il veut pas affronter les gens. Il s'infiltre. Il peut pas surtout. Il est beaucoup moins équipé qu'il sera dans la suite. Exactement. Alors non seulement il ne peut pas parce qu'il est peu équipé, mais il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est un héros d'action empêché en fait, puisqu'elle ne fût que par rapport à ses implantations dans le coup, dans le sens où tu te dis que la cassette, effectivement, quelque part, on projette déjà l'intention qu'il pourrait avoir dessus, et en même temps, ce qui est surprenant pour un film d'action. Autant qu'on le qualifie d'un film d'action, mais c'est qu'il y a une promesse qui est faite très tôt dans le film, c'est-à-dire que toute la haine de l'emprisonnement, parce que Snake Plissken, c'est quelqu'un qui aime fondamentalement la liberté. C'est autre chose qu'il partage avec Carpenter, par contre, là, littéralement, vraiment, l'endroit où il se rencontre le plus, c'est que c'est vraiment des êtres de liberté. Et Plissken, il projette toute l'absence de liberté, toute la liberté qu'on lui enlève, il la projette vraiment sur le personnage de Lee Van Cleef. Et il lui dit, je vais vous tuer. Et en fait, il y a une promesse là qui n'est absolument pas tenue parce qu'il en est littéralement empêché. Il n'y a pas moyen. Même à la fin, quand ils se recroisent, il pourrait se jeter dessus, mais il serait buté immédiatement. Donc, il ne peut pas assouvir une forme de revanche à travers ce personnage. La seule revanche qu'il peut avoir, finalement, c'est sur cette espèce de fuck you, qui n'est pas un geste d'action. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas une revanche à coups de baston, etc. C'est une espèce. C'est presque un truc un peu mesquin. Oui. Mais en fait, ça en fait un personnage d'autant plus génial. En fait. Mais d'ailleurs, ça fait rire de ma part quand l'autre dit maintenant tu me tues, il répond non, je suis trop fatigué. Oui. J'avais oublié ça. Il dit non, peut-être une autre fois, aujourd'hui je suis fatigué. Mais il y a toujours eu un truc, moi, même la première fois que j'ai vu le film et à chaque fois que je le revois, donc effectivement, donc peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, précipitez-vous, mais donc effectivement, on voit. Tard, voilà. Mais donc effectivement, à un moment donné, la fameuse bande que le président doit présenter au conseil, Snake Plissken la détient, il doit la remettre absolument. Il se trouve qu'ils ont rencontré au cours de leur voyage. On parle de cassettes.
on parle pas Oui, de DVD, de on parle de cassettes, cassettes et oui, trucs comme ça. oui, oui. Et en fait, il arrive à échanger la cassette avec ce qui est simplement une petite musique toute joyeuse, tout le truc Oui. que finalement que le président diffuse devant tout le monde. Puis on voit Avec la tête de Donald Pleasance qui est très drôle quand il faut être dans des registres un peu de Jeanne comme ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai presque envie de dire que Carpenter, dans sa manière de montrer les personnages, surtout à ce moment-là, il psychologise pas, il est très behavioriste, c'est-à-dire il montre le comportement des personnages. Comme Antoine le décrivait, il passe à côté d'une scène de viol et il décide de l'esquiver. On n'a pas besoin de connaître ce qui se passe dans sa tête, on n'a pas besoin d'en discuter, on comprend que c'est un personnage dont les actions vont dans ce sens-là, c'est sa survie, c'est avant tout, il doit atteindre le truc. Et en fait, j'ai toujours trouvé que on voit effectivement la facette plus humaine de Snake lorsqu'il est au contact des gens, notamment quand il est au contact de Maggie à la fin, et qu'il lui demande de venir avec elle, mais qu'elle a l'air d'être prête à rester pour tuer le duc et tout le truc, et où là il y a une espèce de reconnaissance, de se dire ouais, elle a mon respect, quoi, comme ça. Mhm. Et je me suis toujours dit que dans la dernière discussion qu'il a avec le président, je me suis toujours dit qu'elle avait du sens, dans le sens où on a Snake qui a toujours couru après le temps depuis le début. Il arrive, il y a le président, il se prépare pour l'élocution et il dit, le président en le voyant, merci pour ce que vous avez fait, demandez-moi n'importe quoi et je vous l'accorde. Et il dit, je veux juste un peu de votre temps et j'aimerais bien, il y a eu beaucoup de morts dans cette mission et j'aimerais bien savoir ce qu'en pense le président. Et directement après, il y a le président qui dit, on est à l'antenne dans combien de temps encore? J'ai plus que 2 minutes. J'ai plus Ouais, que c'est 2 ça. minutes et tout le truc. Ouais. Et puis il y a le président qui dit toute la nation les remercie et puis il détourne le regard de Snake qui commence juste à regarder son reflet dans le miroir et tout le truc. Et j'ai toujours eu l'impression qu'à ce moment-là, s'il avait dit une réponse satisfaisante, peut-être que Snake aurait pu lui rendre la cassette. Ouais. Mais que Oui, c'est un test de la part de Snake, voilà, en fait. il y a un peu Ouais. ce côté, est-ce qu'il est vraiment aussi pourri que ça, quoi? Mais du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu posais comme question sur le politique tout à l'heure, parce que autant peut-être le Watergate c'est pas un truc qui me frappe vraiment, autant là par exemple ce genre de dialogue, ça me fait plus penser au spectre du Vietnam, quoi. Mhm. Où effectivement on Ouais. a envoyé massacrer des dizaines de milliers de Oui, soldats Oui, américains tout à fait. pour Ouais, le ouais, bien-être. ouais. tu vois. Et à garder en tête que Snake Plissken reste un ancien combattant. C'est comme ça. Mais c'est ça, un il y a quand vétéran. même toute une mythologie militaire qui est Un quand même vétéran très marquée. de la Sibérie, apparemment. Oui, c'est Oui, ça, ah oui, il y a ça, plein ouais. de Leningrad, ouais, name ouais. dropping, de name dropping un peu bizarre par rapport à l'époque. Oui, Oui, mais, c'est mais ça. je trouve que c'est intéressant parce que par exemple ça donne cette impression, c'est un peu la technique, j'ai envie de dire. Alors la comparaison peut paraître bizarre, hein, parce que de la même manière quand George Lucas définit le monde de la guerre des étoiles, il fait des références à plein d'univers bizarres que tout le monde a l'air de connaître. Bah en fait là ils font la même chose. À un moment donné, quand Snake se pose avec son planeur, il dit à Hawk, c'était comme Leningrad. Puis ils ont eu une espèce de petit sourire de connivence à ce moment-là, genre ouais, c'est quand même une belle saloperie cette époque, tout le truc. Mais en fait, on sait pas du tout de quoi il parle. C'est juste l'idée d'un conflit. Ce qui reprendra d'ailleurs dans le suivant, hein. Cleveland. tout à fait, ouais, tout à fait. Bon, on s'est pas mal attardé sur le premier film. On va peut-être lancer Los Angeles 2013. Mais non. Et alors, Sauf si vous avez encore quelque chose à il y dire. a tellement de sur- choses à dire. Peut-être qu'on en reparlera à travers Los Angeles 2013. Donc, Il faut faire une saga sur Carpenter, tu vois. Il y Ouais, a tellement de ouais, choses à ouais, dire sur ouais. Carpenter. Ouais, ouais, mais justement, d'où l'intérêt de circonscrire ça à Snake Plissken aujourd'hui, parce que là, on a déjà 1 heure. Bon, chouette. Alors, Los Angeles 2013, bah, Micro détail, alors peut-être juste pour parce qu'on a le name dropping, etc. Ne pas oublier qu'en plus de Lee Van Cleef qui joue donc le rôle de Bobo, qui est quand même très marqué western, en particulier western spaghetti, mais quand même très western aussi à la base, hein, qui joue d'ailleurs dans Le Train sifflera 3 fois, il joue dans Les Hommes de main. Le cabman qui qui se fait piquer Oui. la cassette qui est taxé, c'est Ernest Ernest Borgnine. Borgnine, ouais, Voilà. très important. Oui, il y a plein de Mais gueules. c'est important, c'est pas mal que tu remettes la question du casting d'ailleurs, parce que là on parle de Carpenter beaucoup. Alors le rôle de Snake, la production aurait bien voulu aussi Charles Bronson. un Charles Ouais. Bronson notamment, mais Carpenter à la fois justifiait son choix par le fait qu'il trouvait que Bronson était trop vieux, et puis il avait peur aussi qu'une star de cette envergure vienne parasiter le truc. Et il voulait absolument imposer Kurt Russell, mais Kurt Russell aussi, c'est énormément approprié que le personnage de Snake Plissken. Je pense qu'il a injecté beaucoup de lui dedans, et en particulier dans la suite avec Escape from LA, qui se serait pas faite sans Kurt Russell en fait. Il a coécrit le Il scénario. a avec coécrit Carpenter. le scénario. Il y avait une première version dès 86, mais qui n'a convaincu personne, à commencer par Carpenter lui-même. Ouais, en fait c'est une version qui avait été commandée par Coleman Luck, je me rappelle de son nom en fait. C'est Coleman Luck qui l'avait écrit. Apparemment le film devait être produit par Dino De Laurentiis. Tout à fait. Mais c'est logique, hein, Dino, si je me trompe pas, je me demande s'il n'a pas racheté AFCO en fait. Oui, oui, bah c'était ça. Donc c'est par AFCO qui a AFCO. produit le premier. Mhm. Mais là, je vous sens parti sur le scénar de Los Angeles 2013. Oui. Vous allez me le résumer. On va y arriver. Non, mais en fait, il y a eu Ernest d'abord. Il y a eu Ah un ouais. développement, il y a eu un développement L de plusieurs années en fait à la fin d'Escape from New York. Il y a Bob Hawke qui dit à Snake Plissken, j'ai une autre mission pour vous, on fera une sacrée équipe. Donc ça a annoncé quand même Un appel, l'idée ouais. d'une suite, et très vite les gens ont fantasmé cette suite. Et effectivement vers 86 il y a eu un premier scénario qui a été fait donc par le Coleman Luck qui était un gars qui travaillait en télévision, je connais pas trop. Visiblement c'était une histoire assez
avec des histoires de clones, ça avait l'air assez particulier, quoi. Ça se passe. Par contre, d'emblée, ça devait se situer à Los Angeles. Ça a toujours été le point commun de toutes les tentatives. Cette fois-ci, on va à LA. Ce qui est Cette intéressant. fois-ci, on va parler de l'industrie. Mais je trouve que ouais, Tu vas de l'autre côté du pays aussi. Ouais, c'est ça. on va de l'autre pays, on va de l'autre côté du pays, et je trouve que là, par contre, d'une certaine manière, ça installe déjà un côté méta par rapport à ce qu'on peut faire des escapes. C'est-à-dire qu'il y a l'école des cinéastes de New York et il y a l'école de LA. Et on est déjà en train d'installer, je pense, cette idée que on va, en changeant de ville, pourquoi est-ce que LA est devenu une évidence? Je pense que c'était pas pour rien, parce qu'ils auraient très bien pu dire Escape from Washington, Escape from Mexique, Chicago, j'en sais rien, Chicago, oui. Oui. Je pense que c'est pas pour rien que ce nom de ville est sorti. Alors, la première version n'a convaincu personne, même si le scénariste à l'époque a dit, après en voyant Escape from LA, il dirait ma version était quand même mieux que ce tas de vomi froid qui nous ont produit. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah ouais. il était pas trop content de la version finalement qui est sortie en salle. Mais et puis il y a une autre version dont j'ai oublié le nom du scénariste qui par contre faisait un lien avec un des amis de Snake qui était évoqué dans New York 97 et qui était devenu un caïd au sein de LA. Enfin voilà, c'était. Mais tout ça avait l'air un peu. Enfin c'est vrai que ce qu'on peut lire de ça n'était pas spécialement stimulant, à part peut-être la promesse de revoir Snake Plissken. Un truc important à dire, c'est que Carpenter lui-même a plutôt toujours été allergique à l'idée de suite dans sa carrière. Oui, d'ailleurs, c'est la seule suite. C'est la seule suite. Halloween, c'est parce que vraiment on l'a forcé vu le succès du film. On lui a dit on veut une suite. Et au bout d'un moment il l'a écrit un peu forcé, un peu contraint. Il n'a pas voulu la réaliser. Puis bon, il est quand même intervenu sur le montage et sur certains aspects par après, mais il n'en avait pas envie et il trouvait ça stupide de faire une suite, d'où le fait que quand il a produit le 3, il a fait une histoire tout à fait différente, plus sous l'approche anthologique, on va dire. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est plutôt allergique aux suites. Et ce qui est étonnant, par contre, c'est qu'autour de cette suite-ci, il y a un tel amour, je pense, pour le personnage, que l'idée de la suite, c'est par contre presque logiquement imposé en fait. Et c'est comme s'il n'avait jamais remis en question cette envie-là. Et puis après il y a les contours que la suite a pris tel quel, à savoir que on est sur un quasi remake en fait dans la version. C'est un peu on pourrait presque y voir les mêmes contours que ce que je vais faire grincer des dents, mais que ce que le premier de la nouvelle trilogie Star Wars de J.J. Abrams a fait, c'est-à-dire presque un décalque de New Hope. En reprenant vraiment tous les tropes littéralement, et là c'est vraiment ce qu'il fait, les tropes sont repris littéralement, et un truc, c'est étrange parce qu'en fait on n'est pas encore dans l'époque du fanservice, etc. Et en plus Carpenter est très certainement l'anti-fanservice dans ses envies de cinéaste, et je crois qu'en fait par rapport à New York 97 et sa suite, Kurt Russell et lui sont leurs premiers fans en fait. Je pense qu'ils ont tellement aimé avoir fait ce film et l'aura que ce film a eu et ce qu'est ce personnage, qu'ils se sont fait de l'auto-fanservice en reproduisant à peu près les mêmes choses. Mais avec. Oui, mais alors, de quoi parle le film? Il faut le résumer. Ah non, parce que juste pour terminer là-dessus, je voudrais juste corriger Antoine, parce que pourquoi je vais le faire. Vas-y. Il y a deux films qui ont eu des suites en fait pour Carpenter, deux avec Kurt Russell, parce que donc il y a Escape from New York et From LA, mais il y a une suite à Les Aventures de Jack Burton, puisqu'il a continué en BD. Oui, mais et la BD qui commence exactement au moment où se termine le film. Mais c'est eux qui l'ont écrit? Et il est au scénario, ouais. Ah oui, il y a aussi d'accord. il y a aussi une BD de Snake Plissken, hein. Ah ça par contre je savais pas. Ouais. Non fais chier. Oh ça me casse. Non mais il y a eu beaucoup. Mais ce que je trouve intéressant en fait, c'est avant même de résumer le film, c'est que je me rappelle qu'à l'époque où moi je lisais beaucoup de choses sur l'Antre de la folie, en fait très souvent les gens posaient la question et est-ce qu'un jour vous ferez une suite à Escape from New York? Et je me rappelle que dans les interviews que je lisais, Carpenter disait si je devais refaire le film aujourd'hui, je le ferais de manière très très différente. Il dit parce que le public est plus le même et il dit eux aujourd'hui il faut montrer. Et il disait, et c'est mon job de montrer. En tant que réalisateur de mon époque, c'est mon job de montrer. Et quand j'ai vu Los Angeles 2013, avec parfois la première vision était peut-être pas forcément la plus satisfaisante. Mais il y avait, et en même temps, je me suis rappelé de cette déclaration. C'est-à-dire que alors oui, Carpenter peut être un maverick. Mais c'est aussi quelqu'un qui voilà, il filme à hauteur d'homme. Enfin, je pense qu'il se voit un peu comme un bosseur du cinéma, quoi. Il dit moi on m'engage pour faire un truc, artisan, quoi, ouais. Je dois faire le truc qu'on me demande. On m'engage pour faire un film d'action au début des années 90, je vais pas le faire comme si je faisais un petit film indépendant du début de la fin des 60s. Faut que je fasse ce que je pense que mon public va vouloir attendre. Il disait faire un film d'action dans les années 90, c'est un film qui pète, c'est un film qui c'est du post-Terminator 2, c'est du Après là ce que je trouve un peu paradoxal quand même chez Carpenter, c'est que alors tu sais que j'adore mais tu sens qu'il a quand même commencé sa carrière comme scénariste avant
d'être réalisateur et scénariste qui avait besoin de bouffer. Parce que certes, il voulait pas faire de suite, mais quand même, à cette époque-là, tous ces films se terminent pour rappeler une suite quand même. Hein. Oui, Fait et que, tout souvent- Halloween, Michael Myers disparaît, Ouais. The Fog, tu penses que c'est fini, qu'il n'y aura plus de fantômes, ils reviennent quand même, Oui, il c'est peut te étonnant. prêter à la fin. Mais- Ici, tu vois. Mais je crois que c'est l'envie de. Et c'est porte ouverte quoi. C'est aussi son espèce de pessimisme malgré tout qui parle dans l'approche de l'horreur et l'approche du mal. C'est qu'il peut toujours revenir. Je ne sais pas si c'était spécialement un appel à une suite ou une façon de ponctuer ces récits. Qu'on ne fonctionne tue, super qu'on ne bien, tue ouais. pas vraiment le mal. Tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas juste un appel du genre un jour, il y a une sequel qui va venir. Non, c'est la boucle. Ce qu'on raconte au sein du film est bouclé. Mais il y a effectivement une porte ouverte qui est on n'a pas résolu tout. Toujours de l'humour noir, c'est ça qui est Oui, vrai. tout Et à par fait. contre, tous ces films sont à peu près. Beaucoup de ces films sont des remakes. Ce qui est quand même intéressant. Parce que Des malgré tout, remakes assumés ou déguisés. Oui, ou, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, tout à ouais. fait. Alors, on n'a toujours pas expliqué de quoi parlait Los Angeles 2013. Il va Non, parce falloir que y t'as envie de arriver. dire dans le Arrêtez. Alors, je vais pas le pitcher, je laisserai le travail à un de vous deux, mais il est peut-être important par contre de préciser pour les auditeurs que cette suite arrive quasiment 15 ans plus tard. C'est ça, on est en 96. On est en 96 quand il C'est le fait. littéralement 15 ans pour le coup. Ouais, Ouais. littéralement 15 ans. Donc le premier était de 81, l'autre de 96. Donc oui, il y a quand même eu un gros moment et surtout une carrière vraiment en dents de scie pour John Carpenter parce que chaque fois qu'il a bossé pour des majors, il s'est à peu près vautré. Donc, et puis il refait des petits films indépendants pour retrouver le plaisir parfois, et puis parfois ça remarche, etc. Puis il a eu un gros creux après Invasion Los Angeles en 88 où après, pendant à peu près 4 ans, il ne fait plus rien. En tout cas, il a pas de film qui apparaît à l'écran, je pense pas qu'il fasse plus rien, mais il a pas de film qui apparaît à l'écran. Et puis là, on lui propose, donc cette suite d'un coup trouve le jour chez Columbia, je pense, hein, c'est ça ? C'est la Columbia, je pense, produit. Je sais J'aurais pas. pu dire. Et intéressant à noter, c'est quand même le plus gros budget qu'il ait jamais eu de toute sa carrière, même après. On a un budget de 50 millions, il n'a jamais eu un tel confort. D'ailleurs, il dira que c'était que les conditions de travail ont été excellentes, qu'il n'a rien à reprocher au studio Columbia, il a vraiment pris plaisir, ça a été un de ses tournages les plus tranquilles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en même temps, il y a des informations qui me semblent assez contradictoires parfois par rapport à Los Angeles 2013. Mais c'est vrai qu'après, le film se fait. Donc là, je reviens sur Kurt Russell. C'est que pourquoi est-ce que le film peut se faire à ce moment-là ? C'est parce que Kurt Russell, au milieu des années 90, il a un regain de popularité. Il a fait Tombstone, il a fait Ultime Décision, entre autres, qui le replace. Super film. Il avait déjà fait Ultime Décision. Il sort la même année à quelques mois d'intervalle de Escape. Mais il sort Meilleur twist de cast de l'histoire. Ah ouais, ça c'est génial. J'adore ce film. Et Regardez-le aussi, ça, si vous pouvez. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, on veut vraiment placer Kurt Russell comme étant l'anti-héros. En fait, Ah, c'est et vrai. donc le fait que Snake Plissken soit là, puis en plus je peux pas m'empêcher de me dire, on a une période, donc j'ai pitché le film pour te faire plaisir. Merci. Merci. Comme ça sera Au bout fait. de 10 minutes. C'est pas Donc, pour lui, hein, c'est pour les Mais- éditeurs. Disons que voilà, on est en 2013. Un séisme a frappé les États-Unis, le fameux Big One qui fait peur à tout Los Angeles depuis des années. Ça a séparé Los Angeles du reste des États-Unis. Et cette catastrophe arrive au même moment que la candidature d'un homme à la présidence qui est extrêmement bigot, extrêmement religieux, et il annonce qu'un grand cataclysme va séparer la ville. Alors, l'entrée du film laisse sous-entendre que cet événement donne une crédibilité au président qui accède, qui se fait élire en tant que président à vie, À vie, ouais. qui délocalise, Alors que c'est un prêcheur. alors que c'est un prêcheur qui délocalise la capitale dans sa ville natale et qui surtout fait de Los Angeles, comme New York à l'époque, une ville de déportation, mais c'est pas que l'endroit où on déporte les criminels, c'est l'endroit où on déporte les criminels moraux. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que t'es un tueur, c'est pas parce que t'es un brigand, c'est parce que t'as plus ta place dans la nouvelle Amérique morale. Le trailer de l'époque d'ailleurs jouait beaucoup sur ce jeu-là, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose où la carte de la provocation de Pisken est complètement assumée, même dans la promotion du film. Je pense que c'est pour ça que le film a pu se faire aussi. Il y avait une intention vraiment de replacer le personnage de Kurt Russell, parce que la bande-annonce c'était bienvenue dans ce cinéma, on vous rappelle, vous ne pouvez pas manger, vous pouvez pas fumer, vous pouvez pas faire l'amour avant le mariage, vous pouvez pas et en fait si vous dépassez ces règles, vous serez déporté sur Los Angeles. Et effectivement, et c'est là qu'il y a une recherche politique beaucoup plus évidente de la part de Carpenter qui vient, c'est qu'on dit à Los Angeles, on déporte n'importe qui à partir du moment où t'es pas raccord avec l'Amérique morale. Donc tu peux être il y a un personnage qui le dit, un personnage qui s'appelle Taslima avec qui on discute à un moment donné que Snake Plissken rencontre, et elle dit il lui demande pourquoi t'es ici, et elle dit j'étais musulmane et puis du jour au lendemain c'est devenu un crime, donc bon, Ouais. je me retrouve ici. Mhm. Donc ça amène forcément une autre portée, et je me rappelle que et évidemment dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un leader charismatique qui a Une espèce de Che Guevara. une espèce de Che Guevara qui Ouais. règne sur un des gangs de Los Angeles. Cuervo. Il a réussi
a utilisé la réalité virtuelle pour discuter avec la fille du président et la convaincre de lui amener une arme qui serait décisive dans un conflit, parce qu'encore une fois, le monde n'est pas apaisé, il y a un conflit entre le tiers-monde, les États-Unis, dont on comprend qu'ils sont vachement étendus, parce qu'il y a des références géographiques qui disent que... Taïwan, Voilà, tout à fait. Ah oui, un truc Taïwan comme fait ça, partie des États-Unis à ce moment-là et tout ça. Et donc, évidemment, vu la situation, et vu qu'à ce moment-là, Snake Plissken, qui entre-temps est devenu très Mais populaire... entre-temps, il est devenu super fort au basket. Il est devenu super fort au basket, il est devenu très populaire, il arrive, et comme il y a un temps limité pour récupérer cette fameuse arme, de nouveau, on lui injecte cette fois-ci un virus. De 12 heures cette fois-ci. De 12 heures. Virus de de 12 heures. serré, voilà. Alors, tu vas crever, t'as moins de temps. T'as moins de temps, et en plus on lui injecte un virus qui lui fait perdre au fur et à mesure Mais oui, en plus c'est de ça. ses capacités, En parce plus. qu'il tombe malade au fur et à mesure que ça avance. Alors On- ça, c'est le truc qui me... On le rééjecte, on le fait repartir sur l'île de Los Angeles, et puis là, il faut qu'il retrouve la trace de Cuervo Jones qui a l'arme, et comme le président n'a qu'un sens de la famille très particulier, il dit aussi tant que tu y es, tu peux buter ma fille. Enfin, voilà, elle m'a trahie, tout ça. Donc, on a quand même un contexte qui est effectivement, après le film, va vraiment structurellement reproduire pas mal d'éléments de New York. Mais d'emblée, le côté satirique, il est en plein. Oui, Quoi. j'allais dire, remarqué, là on est face à une vraie satire sur plein de niveaux. Avec probablement la scène avec Bruce Campbell qui est la plus emblématique d'une satire. Qu'on ne reconnaît pas volontaire, bien, mais oui, il est là. Bruce Oui, on Campbell ne est le reconnaît là. pas du tout. On ne le C'est reconnaît pas après du que j'ai tout. compris que c'était Oui, lui. oui. Une scène chez un chirurgien esthétique et on voit des tas de créatures ratées qui sont un peu les damnés de C'est ça, l'esthétisme. qui façon sont obligés aînée. d'intégrer de nouveaux organes sans arrêt, sinon ils se liquéfient, j'ai pas trop bien compris. Voilà. Voilà. Mais- Qu'en pensez-vous? Mais de donc ce film effectivement, on est face à une approche sans doute plus satirique. Et on est également face à une espèce de décalque de toute la structure en fait du premier en grande partie, c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les passages obligés. Là on n'est plus en planeur par au-dessus, on est en sous-marin par en dessous pour rentrer, avec une petite apparition du requin des studios Universal qui sont engloutis. Et puis on a effectivement la découverte du lieu, la mission, qui Ouais. fonctionne de la même façon, Et avec aussi un minuteur sur le oui, bras, oui, etc. la jambe blessée. À ceci près, La jambe la jambe blessée, blessée, la même jambe. Même genre. la même jambe blessée, mais C'est vrai, j'avais à ceci près que l'artefact qu'il doit récupérer en plus de la fille du président, donc c'est quelque chose non pas qui est là pour amener la paix, mais plutôt dans le but. Non, c'est pas une cassette, c'est un mini-disque. Oui, C'est un mini-disque exactement. Il y a 15 ans d'écart. mais cette fois, ce n'est pas. Cette fois, il est mis vraiment en avant. C'est-à-dire que c'est d'abord l'artefact qui compte Voilà, avant oui. la personne. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc l'idée c'est que on l'explique au milieu du film, mais c'est capable de faire un shutdown technologique complet Ça d'une neutralise zone. l'électricité. Voilà. Mais c'est plus qu'expliquer, c'est démontré. C'est Dans le démontré, sens ouais. où Cuervo Jones l'utilise pour je ne sais plus quel état. Ah bah, ou, dans la maison du président, Maison justement, du en président. Virginie, ou je sais Oui, plus quoi. Oui, en Virginie. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc Bastien, je ne sais pas si tu as par rapport à ce film et surtout sa comparaison par rapport à New York 1997, Ah, moi, je te donne un peu la parole. mais moi, c'est un film qui me fait souffrir. Ça me fait souffrir parce Idem. que. Où ça Montre sur la poupée. Là. Un peu là aussi, Voilà. quand même. La séquence d'introduction où il arrive en sous-marin, je suppose. Non, tout en fait. Tout. Tout. En fait, ce qui est très dommage, c'est que je pense que c'est peut-être. On n'est même plus dans l'ordre de la subversivité, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est une satire complètement assumée, mais à tout le niveau. Là, on parle de Bruce Campbell, effectivement, où il critique le côté slick, etc. T'as le gros Hollywood qui brûle, t'as même dans son casting, tu vois, je veux dire, il va quand même chercher Pam Grier, qui est quand même une icône sexuelle hyper forte des années 70, et il dit que voilà, c'est un personnage de trans qui a une voix hyper masculine. Alors comme ça m'a etc. surpris aussi, la voix choisie. Mais c'est pour, génial, ouais. c'est super génial, il détourne tous les codes. Le président, c'est Cliff Robertson. Cliff Robertson, c'est un super acteur des années 50, mais qui est déjà ultra bigot de base, et qui, pour le coup, très paradoxalement, a joué dans beaucoup de films noirs, dans beaucoup de westerns, des personnages ambigus. Et donc c'est des gens qui ont, à chaque fois c'est des personnages de chez Robertson qui ont toujours une ambiguïté morale qui est très très marquée. Ici il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Tue ma fille parce que pour moi elle est morte, sauve la cassette et je vais niquer ces petits connards de Oui, merde. j'arrive pas, moi, pareil, hein, personnellement, j'arrive pas à croire à la réalité d'un personnage pareil. Il est trop Mais extrême. c'est génial, tu vois. Ouais. Mais... Président Le président. Alors si, il faut que ça soit mort. Ah oui, tu vas me dire. Franchement, ouais, non, Mais c'est quand même. à l'époque, moi je me rappelle, parce que la figure du président elle est super importante, surtout que je me rappelle, il y avait beaucoup de discussions et ça m'avait frappé parce qu'il y a au moins 3 films importants hollywoodiens qui sont sortis dans cette période-là où tu avais énormément de choses qui tournent autour du président. D'abord, tu avais Independence Day qui sortait un an avant Los Angeles 2013, mais c'était même, je me rappelle que dans les discussions dans la presse, il y a vraiment cette idée de
Los Angeles 2013, c'est l'anti-Independence Day. Exactement, ouais. Dans la même foulée, je veux dire, à quelques semaines d'intervalle, t'avais Mars Attacks qui sortait avec Los Angeles 2013, où t'avais aussi un jeu sur le président. Et à l'époque, t'avais des élections présidentielles, je pense qu'il y avait déjà eu le scandale Clinton, il y avait un candidat, Bob Dole, qui était hyper conservateur, qui se présentait. Donc je crois qu'il y avait une tournure aux États-Unis aussi qui a fait que, à un moment donné, moi, en fait, ce petit jeu du remake par rapport au premier. Dans Los Angeles 2013, je le trouve intéressant dans le sens où ça me donne vraiment l'impression de sentir la manière que Carpenter peut avoir d'interpréter sa réalité à ce moment-là. Oui. Okay. C'était un peu de se dire, moi à l'époque, on se tuait dans New York, on se tuait dans des combats de gladiateurs. À Los Angeles en 2013, on se tue autour du basket. Ouais, je pense que c'est pas anodin de faire des choses comme ça. Alors, Brockhead, je pense que là, il y a plein de choses à dire en termes de production, mais je pense aussi que, et là, on rentre peut-être beaucoup plus dans le côté méta, même s'il n'est pas complètement assumé, c'est que je crois que très souvent, on commente dans le film le fait que Plisken n'est pas un héros de son époque. Le premier commentaire qu'on fait quand il arrive, il y a une jeunette comme ça qui dit, c'est lui Plisken, il fait tellement rétro, il fait très 21e siècle. Je suis plus grand, ouais. Je te croyais plus grand. Et en fait, il y a vraiment tout ce côté, même Plisken, on sent qu'en fait à chaque fois il comprend qu'on anticipe tous ses coups en fait. À chaque fois tout le monde, c'est un peu comme s'il se sentait daté. Oui. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une scène qui est consacrée au fait qu'il change de costume. Ouais. Mais ce qui est le génie d'ailleurs dans la relation qu'il a avec les deux militaires dont j'oublie le nom maintenant, où à chaque fois ils ont toujours un coup d'avant sur lui quoi. Il veut leur foutre sur la gueule, ce sont des hologrammes, il veut leur tirer dessus, c'est des balles à blanc, et à la fin, je savais que t'allais faire ça connard, tu vois. Oui, c'est génial, tu vois. Et c'est avec ça qu'ils s'en servent. Je pense que le fait qu'il change d'uniforme, qu'il change complètement de look, c'est vraiment dire maintenant je deviens un héros. D'ailleurs, il a un look pré-Matrix. Hein. Il a vraiment ce look là. Alors 3 ans avant. Je pense que et le film en même temps je crois est très marqué. Parce que politiquement, on peut parler de plein de choses. On peut parler de la politique de Carpenter et on peut aussi parler de la politique de Kurt Russell. Parce que Kurt Russell a énormément injecté de lui dans le personnage de Plisken. Alors, je pense que Carpenter et Kurt Russell ont une vision qui dit on doit être des hommes libres avant toute chose. Sauf que, comme dirait Carpenter, vous n'imaginez pas à quel point Kurt Russell est à droite. Il dit il est à la droite de Gengis Khan, vous n'imaginez pas. Mais je pense qu'ils arrivent à se retrouver dans cette idée que on peut rien nous interdire. On peut pas nous interdire de fumer, on peut pas nous interdire de porter un manteau de fourrure. On peut pas. Ce serait intéressant de savoir ce que Carpenter dirait sur la soi-disant cancel culture. Je crois qu'il serait très perdu parce que il est dans les dernières conférences de lui à Paris il y a quelques années. Il est aussi, je veux dire, c'est quelqu'un qui a une vision claire sur qui est Trump. Il serait pas du tout, il se ferait pas du tout avoir par le langage de Trump. C'est ce qui est plus ou moins amorcé d'ailleurs dans les Master of Horrors. Je veux dire, son engagement sur les vétérans et autres. Tout à fait, tout à fait. Et là, il dit clairement, c'est encore Trump qui est président au moment où Carpenter est invité à Paris pour cette masterclass ou à Cannes. Je crois que c'était, je sais plus très bien. Mais où il dit, oui, les États-Unis sont dans un état déplorable aujourd'hui, mais comme tout le reste, Trump va passer. Donc clairement, il n'est pas non plus de ce côté-là. Donc il doit vraiment être écartelé aujourd'hui. Je pense qu'il referait un Snake Plissken, la gauche comme la droite, enfin la gauche. Les libéraux comme les républicains en prendraient pour leur grade. Mais en fait, dans Los Angeles 2013, c'est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, tout à fait. C'est déjà le cas. Moi, je m'en rappelle comme extrême gauche, on tous les deux les pires. Tout à fait. Il y a vraiment ce côté. D'ailleurs, il y avait des articles qui posaient la question tiens, Los Angeles 2013 va nous raconter quoi. Et il y avait cette idée quand on voyait passer les premières photos de Cuervo Jones. Il y avait cette idée visiblement, le film va questionner le ralliement idéologique de Snake. C'est à un moment donné, il va devoir choisir un camp, puisque on lui dit, il va dans une prison qui est littéralement peuplée de gens innocents aux yeux de trucs. À un moment donné, on va se dire, il va prendre le parti de ces gens-là. Ça paraît presque logique dans le cheminement du héros traditionnel, chose que Carpenter ne fait jamais dans le film. C'est à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin. Si j'éteins les États-Unis, c'est le tiers-monde qui gagne. J'éteins le tiers-monde, les États-Unis gagnent. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Ça veut vraiment dire pouf. Et d'ailleurs, je pense que le personnage de la fille du président est très représentatif de ça, parce qu'elle dit au début mon père est ignoble et tout le truc, et on voit qu'elle idéalise Cuervo Jones avec son discours pseudo Che Guevara et tout le truc, et en fait au fur et à mesure que ça avance, elle se rend compte que c'est un gars qui ne respecte pas ses engagements et qui est autant tenté par le pouvoir que ne l'est son père de président, quoi. Et elle finit par changer d'avis. Et c'est bien ce que tu dis, ça pointe exactement ce que tu dis sur Snake Plissken, c'est que il est impossible que Snake Plissken prenne un parti, sinon le sien. Snake Plissken ne peut pas prendre le moins de parti autre que son propre parti. Mais paradoxalement, pendant son propre parti, c'est peut-être la version où il est le plus politique.
Tu vois, je le trouve, je le trouve beaucoup moins politique dans New York 97, où il est plus pour faire chier en fait le président en cours. Et là, c'est un vrai axe politique ce qu'il fait. Tu parles de son dernier geste, tu parles. Ouais. Ok. Ouais. On va vraiment mettre tout le monde à zéro. Tout le monde sera sur le même niveau et on va recommencer à zéro pour tout le monde. Donc à la fin, il éteint le monde. Voilà. En disant Welcome to the human race. Tout à fait. Bienvenue dans le monde des humains. Mais en fait tout ça. Je pense qu'en même temps, je parlais de Kurt Russell, pourquoi ? Parce qu'il a été impliqué dans l'écriture et la production. Et aussi, si on en croit le réalisateur du film Big John, c'est Kurt Russell qui a réalisé sous la supervision de Carpenter le final. Ah oui, parce que on repose la question à Carpenter plus tard, il dit pas du tout. Kurt Russell n'a rien à réaliser. C'est très compliqué parce qu'en fait, la production du film, visiblement, il y a des choses à résoudre, des énigmes là-dedans. Notamment à l'époque où le film sortait. Parce que, autant le dire, si vous n'avez pas vu Los Angeles 2013, ça pique très très fort au niveau des yeux. Ah, moi ça fait mal. Donc je voulais vous lancer là-dessus. Et je pense que c'est intéressant de. Les effets spéciaux. Oui, mais ce qui est étonnant, et puis je te relaisse la parole, mais effectivement, c'est là où on voit à quel point New York 1997 et ses conditions, c'est de la pure production value. C'est-à-dire qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ce qu'ils réussissent à mettre à l'écran pour donner corps à ce monde, c'est vraiment de la débrouille par rapport à ce qu'on va montrer, ce qu'on ne va pas montrer. Et c'est du travail d'orfèvre à ce niveau-là. À part un plan, je dirais, qui annonce déjà que ça peut piquer aux yeux par la suite. Je comprends pas pourquoi Carpenter l'a gardé, ce qui n'est pas nécessaire, c'est la chute du planeur. Ouais. Qui est plutôt pourri. Alors que le fait de le voir tomber depuis le toit, ça suffirait amplement. Pas de dire de rester sur le toit et de le voir disparaître. Mais ici, effectivement. C'est le début, c'est plus ou moins le début du numérique comme solution, comme première solution. Oui, mais je pense qu'effectivement ça va beaucoup jouer. Ça a beaucoup joué. Et puis je pense aussi que le côté studio fait qu'il a sans doute eu un contact moins permanent avec ses équipes d'effets spéciaux. C'est-à-dire que ça a probablement été déjà plus des différents secteurs, etc., où certes il leur parlait, etc., mais ces secteurs, j'imagine, travaillaient déjà plus pour le studio qu'autre chose. C'est un peu compliqué. Sans savoir. Je pose peut-être une question à Christophe, parce que tu connais mieux la filmographie, mais est-ce que c'est pas aussi une espèce de réaction ? Parce que dans mes souvenirs, le film précédent, c'est le remake du Village des damnés. Oui, tout à fait. Oui, et L'Antre de la Folie la même année, je crois. Ouais, mais L'Antre de la Folie, je pense que ça avait déjà été un four, mais je pense que Village d'année, qu'il espérait être un grand succès, est un four total et absolu aussi. Sans doute, mais L'Antre de la Folie avait bien marché, pour autant que je sache. Je pense que c'était rentré dans ses frais, mais c'était pas son plus gros succès non plus. Oui. Mais je pense que Village d'année se casse la gueule, où il essaie encore de faire du cinéma qui est quand même très praticable, très SFX et rajoute un tout petit peu de numérique, mais pas grand chose. Et de se dire, tiens, là, il y a peut-être autre chose à aller chercher, justement, parce qu'on est effectivement cette époque du numérique qui arrive. Et surtout, je pense, excuse-moi, je pense aussi que tout de suite, c'est ce que cet énorme budget a dû faire miroiter. Maintenant, on a plein de budget, on peut faire plein d'effets. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient. Carpenter les a toujours niées, mais notamment sur son état de santé, qui était pas Alors, il dit après, effectivement, c'est là qu'il y a des trucs un peu contradictoires, où il dit non, j'ai tourné toutes les images de Escape from LA. Après, on entend d'autres qui disent que Kurt Russell a mis la main à la pâte sur le final. C'est assez compliqué. Effectivement, Carpenter dira que c'était les meilleures conditions, qu'il a eu des très très bonnes conditions de tournage. En même temps, il tournait tout le temps de nuit. Ce tournage de nuit constant a imposé le fait qu'on n'utilise pas de vraies armes à feu à cause du vacarme que ça provoquait. Et donc, du coup, numériquement, déjà, il fallait truquer toutes les flammes et tout le truc. Mais je pense aussi que quand Carpenter disait je dois travailler avec mon public, il se disait je dois faire un truc impressionnant. Je dois en donner ça doit péter dans tous les sens. Je pense aussi qu'il y a une logique à tout faire péter pour pouvoir atteindre une espèce de paix dans le dernier plan, qui est le seul plan silencieux du film, ce qui est le plan où Snake Plissken grille sa cigarette après avoir éteint le monde en utilisant la technologie, à avoir dupé tout le monde. Et puis sans musique, si je me souviens bien d'ailleurs. Sans musique, rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est le seul moment où il n'y a pas de musique. Et on entend juste le souffle de Snake qui fume, puis qui regarde le public droit dans les yeux, regard caméra, le seul de Carpenter. Il en refera un dans Ghost of Mars, mais c'est là. Et où il dit bienvenue parmi les humains. Mais donc tout le film est super bruyant. Je pense que d'autres ont dit on a l'impression que tout le film tend en fait à un moment de silence à un moment, mais je dirais que il veut à la fois remplir la condition du spectacle, il a plus de budget pour le faire, il a déjà travaillé avec des effets numériques sur les aventures d'un homme invisible, où il a travaillé avec ILM et ça s'est très très bien passé, mais par contre je me demande aussi si comme Los Angeles sort en 96, on a eu la révolution des effets numériques en 93, si d'une certaine façon il n'y avait pas aussi plein de gens qui étaient en train de se faire griser
par les possibilités du numérique. Oui. Et de Parce se que dire, c'était ambitieux en fait ce film-là par rapport à tout ce qu'il voulait montrer avec Ouais. le numérique. C'est-à-dire, on est peut-être déjà rentré dans l'ère du on verra en post-prod. exactement. Là où Exactement. sur les aventures d'un homme invisible, au contraire, c'était un moment de pionnier Ouais. où Carpenter a vraiment retroussé les manches de sa chemise avec ses équipes pour se dire comment on va faire. Et effectivement, j'oublie chaque fois qu'il y a ce film avant Los Angeles 2013, ce qui nous prouve que Carpenter sait et comprend comment utiliser ces effets-là aussi. tout à fait. Donc c'est étonnant qu'il y ait cette Mais, bascule. mais je pense aussi que, comme disait Bastien, peut-être qu'à ce moment-là, il y a déjà beaucoup plus d'effets sur LA que sur les aventures d'un homme invisible. Il y a le fait que c'est pas la société la plus, c'est pas ILM qui fait les effets de Los Angeles, c'est Buena Vista Visual si je me trompe pas, Et qui fait faillite, je qui pense. fait faillite 3 mois. 3 mois avant la sortie du film, donc en fait les effets sont pas finalisés par Buena Vista. Et là j'ai lu récemment un article, en fait il y a même c'était des gens assez jeunes dans cette société-là visiblement, et qui je crois pensaient vraiment que le numérique, comme disait Antoine, le côté on verra ça en post-prod, on peut tout faire en fait. Et notamment la fameuse scène de surf qui est franchement techniquement la plus foireuse de tout le Mais c'est film. pas celle qui me fait le plus du Ouais. mal, moi. Ouais, Moi, c'est c'est la scène d'introduction avec Oui, les elle fait sous-marins. très mal. Elle fait très mal, hein. Elle fait très, Elle fait très mal. mal. Comme elle est assez Ouais. sombre, ça va encore. Oh là là, il y a un Ouais. requin, il passe à travers une vitre, il y a rien qui va, je te jure. Là, il y a Mais pas- le requin, Honnêtement, faut quand même le surf est pas dur. oublier que le requin c'est un faux requin. Euh, Déjà dans l'histoire. Je veux dire, c'est le requin Mais, des studios Universal. Oui, oui, oui. mais Le surf, déjà Peter Fonda fait mal, mais en plus le surf fait encore plus mal. Tu vois. Mais en fait, cette scène-là, visiblement, elle a été suggérée par un des techniciens FX qui a dit on peut faire une scène de fou avec cette idée d'un Mais snake. alors, oui, qui, je trouve qu'il y a un côté très démonstratif en fait. On va Oui. faire de l'eau, on va Oui. faire du feu, on va faire de la fumée. Tout C'est à fait. vraiment une espèce de catalogue de Tout à voyez ce qu'on fait. peut faire. Bon, Et on va qui a faire pas faillite, été, mais- mais qui a pas été finalisé et qui a certainement été mal pensé en amont avec un Carpenter qui en même temps, c'est l'inconvénient du numérique, c'est qu'il peut pas voir directement ce qui est en train de se passer. Et moi je pense surtout que c'est un C'est- inconvénient du budget parce que c'est un Ouais. mec qui a toujours réfléchi Mhm. sur comment faire avec peu et Ouais. tout le génie du cinéma c'est souvent reposé là-dessus. Ici t'as l'inverse et même Tu lui donnes du confort et là. Voilà, mais je Ouais. pense, et c'est pas une critique de ses capacités, je pense que c'est juste le fait d'être grisé aussi par une équipe qui fonctionne en fonction de cette idée-là. Mhm. Ouais. Et un studio, et un producteur, parce que c'est aussi le Ouais. rôle du producteur au-dessus, d'être capable de voir, de se projeter également dans la finition. Et d'ailleurs, ce que tu dis sur la musique me fait tilter sur un truc, c'est que je ne sais pas si c'est son seul film comme ça, mais c'est un de ses rares films qui est ponctué de morceaux existants. Ponctué de morceaux, justement, Ouais, vraiment oui, l'idée morceaux existants, du ouais. CD qu'on va sortir avec que les groupes de l'époque qui cartonnent. Mhm. Et même, j'avais complètement oublié qu'on pouvait entendre du Tool dans un film de Carpenter. Quand j'ai entendu Ouais, Tool ouais. démarrer, j'étais what? Mais bref, toujours est-il que du coup, t'as aussi ce côté presque jukebox qui vient remplacer l'espèce aussi d'intelligence. Carpenter, c'est Ouais. toujours l'intelligence du moins plutôt que du Ouais. plus dans Ouais. la narration, Et- dans la façon de filmer, dans la musique, on est toujours sur du minimalisme en fait. Mais Et c'est- là, tout d'un coup, Tout est très démonstratif, mais et justement, je peux faire la comparaison avec dans New York, on a un Snake Plissken qui n'a pas d'informations sur New York, qui doit tout découvrir. Dans Escape from LA, on dit tout. On sait qui est le méchant, il sait très rapidement où le trouver, il sait, et d'ailleurs, même 5 minutes, je pense, avant qu'il le trouve. oui, je trouve même que l'attitude de Plisken est beaucoup plus agressive dans la suite. Il va au-devant de l'action, je veux dire. Il y a vraiment, alors peut-être qu'il est pressé Et par le il y a fait qu'il a des moins scènes de temps. d'action, de vraies Mais scènes. il a des- est agressif parce que c'est la deuxième fois qu'on lui fait le coup. Bah oui, et puis il c'est n'y a ça. que 12 heures. Je veux dire, je pense, et je trouvais ça assez jubilatoire. J'aime assez bien, moi, la scène qui est aussi un truc de western, la première scène d'action où il voit Cuervo Jones qui passe, où t'as toute une ribambelle de voitures en locomotive Très comme ça. présidentiel pour le coup, hein, que la bagnole au Oui, ralenti, le oui, mec tout à assis dans la fait. banquette, Et là, dès que Plisken voit qu'il y a Cuervo Jones avec l'arme, ni une ni deux, boum, il désarçonne un type, il prend la moto du Ouais, genre ouais. j'ai récupéré ça en vitesse et je me casse quoi. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Et je trouve que la scène pour le coup elle fait vraiment très western Ah puisque oui. Et ce qui suit aussi, hein. il saute sur les bagnoles, puis il saute de bagnole en bagnole, Ouais. de locomotive en locomotive, jusqu'à finalement se faire désarçonner et tomber dans la scène du petit Bangkok. Comme ça, Tu ouais. t'appelles ça comment? C'est la scène la du scène petit du petit Bangkok. Bangkok. Hein, Ah oui, ok. Mais qui est pas western, qui est Indiana Jones pour le coup. Ouais. Ouais. C'est peut-être là aussi qu'on parlait tout à l'heure justement de classicisme, modernisme, etc. On est comme effectivement, c'est vrai qu'il faut le rappeler, dans les années 90, dans une génération qui sont les Soderbergh, qui sont des mecs comme ça, qui sont très postmodernisme en fait. Oui. Et ça m'étonne pas en fait, ce que tu dis sur la musique, c'est là effectivement il y a plus d'utilisation de musique contemporaine chez Carpenter, parce que c'est ultra la mode en fait. Oui, bien Tous sûr. les cinéastes de Mhm. l'époque font ça, donc Et puis c'est un studio, ils ont le fric parce que ça Ouais. coûte Ouais, très bien cher sûr. de s'acheter des musiques existantes. Et là, le studio peut allonger derrière sans problème. Et puis il y a l'envie derrière, Ouais. effectivement, de sortir de merchandising. ouais, par il rapport faut à la ça. CAO, il faut. Et je me dis aussi que c'est peut-être l'occasion que Carpenter se dit je vais peut-être faire le jeu du blockbuster. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors on parle de la musique, moi j'adore parler de la musique du film, hein, notamment. D'habitude il compose toute la musique, la musique de Carpenter est souvent très synthétique et il va faire quelque chose je pense qu'il n'a pas fait à d'autres occasions avec Los Angeles 2013, c'est mélanger
une musique symphonique et et la musique synthétique. Donc il va composer la musique avec Shirley Walker. Shirley Walker qui avait fait la musique des Aventures d'un homme invisible, qui était une collaboratrice de Danny Elfman et qui a fait la musique de la série animée Batman et tout le truc, qui est une grande compositrice, un nom malheureusement un peu méconnu. Et je trouve que il y a presque cette scission entre Snake Plissken qui est un héros à l'ancienne, dont le thème est un thème à la guitare, truc, qui se retrouve plongé dans un univers où quand il se déploie, voilà, c'est ça, et quand il se déploie et qu'il attaque, là on a une espèce de musique épique, très hollywoodienne, très classique pour le coup, avec un peu cette impression là que les deux musiques sont constamment en confrontation, et celle qui gagne à la fin, c'est celle de Plissken, puisque la musique finale, celle qui est le moment de l'extinction de la Terre, c'est le thème à la guitare de Plissken qui remplace le thème symphonique et puis le silence. Et puis le silence. Mais ouais, et par contre, je reviens sur ce que je disais, où effectivement, quand je disais que Carpenter est le cinéaste du minimalisme, en tout cas dans le genre plutôt que du maximalisme, et en même temps, je reviens à tes premiers amours, qui sont Jack Burton, où là, il fonctionne encore avec des effets à l'ancienne, etc. Et ça lui va malgré tout beaucoup mieux. Tout est maîtrisé à ce niveau-là dans Jack Burton. Et le rythme aussi, etc. Donc c'est pour ça qu'on disait le mot artisan tout à l'heure, pour moi c'est ça. Oui. C'est un mec qui a besoin d'être au contact de la matière. Quoi, mais du coup, qu'est-ce qui a vraiment un peu merdé dans 2013 Est-ce que après Carpenter vieillit également et je sais pas, lui continue de penser que il adore ce film. Il continue de dire aujourd'hui qu'il aime vraiment beaucoup. Il continue de dire qu'il aime meilleur que New York. Hein. Ouais. Il affirme clairement, frontalement. Il dit si les gens préfèrent New York, c'est parce qu'ils ont la nostalgie du film. Mais il dit objectivement, Los Angeles est nettement mieux. Oh là là. Similité, c'est affreux, tu vois. Ah ouais. Après. Alors, en même temps, le film reste. Moi, je trouve qu'il reste attachant. Il y a un truc. Alors, franchement, pour l'avoir revu, certes, ça pique les yeux, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai du mal à le détester. Parce que déjà c'est hyper vivant, ça bouge dans tous les sens, c'est un vrai bon film d'action. Autant dans New York 97 c'est quand même très parcimonieux en fait en termes d'action, autant ici c'est un gros délire quoi, c'est quelque chose de génial. Et à titre personnel j'ai envie de croire que c'est peut-être l'un des 3 remakes les plus intéressants que j'ai pu voir sur le cinéma. Dans le sens où pour moi les 3 plus intéressants c'est le Psychose de Gus Van Sant, qui se pose pas la question, qui je peux pas faire mieux qu'Hitchcock, je fais des plans par plan. Non mais c'est génial. La logique qu'il y a derrière, c'est de se dire. Je comprends. En tout cas, en termes de logique, c'est hyper intéressant de se dire si je refais le film. Après, le film est trop mauvais, on est bien d'accord. Mais tu vois, c'est logique de dire je peux pas faire mieux que le maître, donc je vais le copier plan par plan. Puis t'as le deuxième remake que je trouve génial, qui est Funny Games de Mike Haneke, qui se dit je vais faire la même chose que j'ai fait moi-même il y a 10 ans, parce que je vous emmerde en fait. Mais à l'américaine, à la durée près quoi. Donc ça c'est génial. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un remake de 97 mais avec plus de pognon. Et je trouve ça intéressant de se dire tiens si tu racontes la même histoire avec les mêmes personnages mais t'as juste 10 fois plus de budget, qu'est-ce que tu fais en fait. Mais dans ce sens-là j'ai envie de lui accorder un petit peu de bénéfice. Mais moi le truc c'est c'est un film que je regarde une fois par an, Escape from LA, j'adore. Alors le plaisir qu'on en parle le plaisir que je prends est pas le plaisir premier degré de New York 97. Non. Voilà, c'est un plaisir qui est beaucoup plus satirique, c'est un plaisir de voir Plissken qui reprend les rênes d'un univers qui lui échappe depuis le début, et je pense que d'un autre côté paradoxalement, il augurait aussi le revival des héros rétro en fait. C'est-à-dire que depuis le début, il y a quelque chose qui est important, c'est que tous les personnages, c'est pris en compte complètement, et en même temps c'est pas trop appuyé pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui sont super appuyées dans le film, sur le propos politique et tout truc, mais par exemple cette idée que si tout le monde dit en voyant Plissken on pourrait que t'étais mort, on lui dit on te croyait plus grand, c'est parce que l'idée c'est qu'il a été tellement vu à la télévision et tout le truc qu'en fait tout le monde pense qu'il est gigantesque. C'est une légende, et quand on regarde le final, on voit qu'en réalité, à un moment donné, on a le président qui travaille sa propagande et qui dit d'ailleurs, parce qu'il veut utiliser l'arme de destruction sur le tiers-monde en direct. Il dit, on va utiliser ça en direct, montrez-moi, filmez-moi pendant que je le fais. Il demande il proclame l'exécution de sa fille en direct aussi. Donc voilà, il est filmé en direct. Il dit ok, il utilise la machine qui a été intervertie de nouveau, boum, à ce moment-là, il balance la musique de truc, donc il se fait ridiculiser en direct, une fois. Puis il dit éliminer Plissken, on le tue. Mais on est en direct. Non, justement, montrez-leur ça. La caméra se tourne vers Plissken. On ne sait pas encore que Plissken utilise un dispositif qui lui permet de lancer un hologramme. On lui tire dessus, boum, ça rate en direct. Oui, c'est pas anodin toutes les caméras sont tournées vers Plissken au moment où il appuie sur la télécommande qui éteint le monde. Je veux dire, tout ça, je pense, est quand même suffisamment réfléchi. Et en fait, tous ces éléments-là, je trouve que le personnage de Plissken, c'est Toré qui disait aussi, en fait, chaque fois qu'on donne un ordre à Plissken dans le film, il fait le contraire. On lui dit ralentit, il accélère. On lui dit. D'où la réplique, une des répliques, ça on l'a pas dit, mais c'est quand on l'appelle Plissken, si c'est une figure d'autorité, il dit Call me Snake, et le film se termine toujours par la figure d'autorité qu'il appelle Snake, et il dit The name is Plissken, juste parce qu'il veut pas lui donner le dernier mot. Mais en fait, dans ce que tu dis, je pense que de toute façon, les problèmes fondamentaux du film en tant que produit fini ne viennent pas de l'écriture, ne viennent pas du scénario, même si effectivement c'est une espèce de remake semi-assumé, etc.
Le problème est plus l'exécution en fait. Mhm. Il y a des soucis, donc majoritairement des soucis esthétiques qui nous empêchent de vraiment prendre plaisir. Il y a des soucis de rythme aussi qui sont peut-être quand même liés à l'écriture, entre autres avec le personnage de Steve Buscemi qui, je trouve, à peu près chaque fois qu'il apparaît, alors qu'on aime bien Steve Buscemi en général, Mhm. mais il tire un peu le truc. Je sais Ouais. pas de pourquoi. comic relief un peu lourdingue. Oui, et où l'action se pose un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui stoppe un peu chaque fois qu'il apparaît, qui stoppe un peu le récit. Comme Comme côté populesque, hein, à chaque fois il apparaît de derrière d'un décor. Ouais, des trucs comme ça, ouais. tu vois. Et, c'est pas, en tout cas, c'est certainement pas un film détestable. Il y a vraiment. De toute façon, on prend plaisir en effet je crois que c'est juste que Carpenter n'est plus fondamentalement un cinéaste du cinéma des années 90-2000. Ouais. Je pense qu'il a voulu faire un film de son époque avec les moyens de son époque sans être dans cette époque-là. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il est vraiment comme Snake à un moment donné perdu. On lui donne plein d'armes qu'il sait finalement jamais utiliser quand il faut. Et je crois d'ailleurs que c'est pas pour rien qu'après, quand il fait Vampire, il renonce aux effets numériques. Il revient à un cinéma beaucoup plus Il artisanal. renonce très tôt au cinéma en fait. Hein. Je veux dire, il fait juste encore 2 films après, puis t'as 15 ans d'écart avant The Ward et The Ward. Bon, voilà, quoi, mais- Qui est The Ward qui fait années 80 hein, pour le coup d'ailleurs. Oui, C'est tout pas à un film, fait, c'est c'est- 2010, c'est- hein. Eh bien, je Son- n'ai son- jamais vu The World. Bah, son dernier Ouais, film. pareil. J'ai pas osé. Pareil, Non. à cause de Ghost of Mars. Ça, C'est, j'ai pas. Ouais, moi, honnêtement, The Ward, j'ai envie de dire, ce serait le premier film de réalisateur qui se lance. Je dirais, ah, il a un œil, le bonhomme. Tu vois, ça peut être intéressant dans ce qu'il va Parce faire qu'à après. 7h50, tu fais ah. Ouais, c'est plus difficile. Mais je pense qu'en fait, il le dit souvent. Enfin, souvent, il y a quelque chose qui passe, c'est qu'il est plus de son époque. En fait, il Oui. comprend plus Ouais, comment mais il elle l'admet, fonctionne. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui espèrent le voir revenir au cinéma. Moi, j'ai envie de dire, laissez-le tranquille. Oui, Oui. pourquoi C'est Carpenter. Il revient à la série, hein. Il y a une série qui vient de sortir il y a pas longtemps avec Ah lui. bon ouais. Ah Ouais, mais est-ce qu'il a C'est quoi vraiment. Est-ce qu'il a la niaque de Ce- raconter ce- des ce Burbs, choses un en truc comme fait ça. C'est toujours un peu ça. C'est quoi la niaque qu'il va avoir à raconter un truc Oui, C'est- lui-même le Il revient dit, pour ses premiers amours, quoi. Il revient à la musique et, Ouais, et alors, bah pour ouais, le coup, c'est ça. il est paradoxalement hyper fan de jeux vidéo. Oui, Oui, tout à c'est fait. quand même assez fou, quoi. Mais c'est intéressant de voir. Mais du coup, je me demande aussi si d'une certaine façon, on n'en sait rien. Hein. C'est quand le Snake Plissken qui revient, tout le monde le trouve rétro. Il n'est pas dans son époque. Tu peux dire qu'ils ont fait pareil finalement avec Rocky 6 et avec John Rambo aussi, de reprendre Ouais. des vieux personnages et de se dire, mais maintenant à notre époque, à quoi est-ce qu'ils correspondent ces personnages-là Ouais, mais en alors fait du coup, pour répondre à la question d'Antoine tout à l'heure, c'est quand tu disais tiens, est-ce que Carpenter et Snake Plissken c'est la même Snake, chose? 97, non. 2013, oui. Oui, tu tout à tu fait. vois ce côté désabusé, ce côté Oui. lassé, ce côté fatigué, tu vois, il y a un Tout à truc fait. quand même dans le Oui. Et ben oui, d'ailleurs, tout à fait. ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quel que soit ce qu'on pense du film et ses moments de réussite et ses moments de ratage, c'est que c'était non seulement c'est presque un bon dernier film pour sa carrière, mais c'est surtout ce qu'il pensait, parce qu'effectivement il était malade à ce moment-là, et une maladie assez rare, où effectivement en plus nous on l'a beaucoup associé au fait qu'il est vieilli très, très fort physiquement dans ces années-là, alors que je sais pas si c'était le cas ou pas, mais toujours est-il qu'il nous semblait à un moment donné que Carpenter allait En mourir. fait, il a pris un gros coup de vieux entre les aventures de Jack Burton. Et, Ouais. en fait, pour ça, Jack Burton a été très important parce que pour le coup, il était très content du film. Les projections tests passaient super. Donc, C'est un tout- massacre total. au box Et en fait, office, ce qui ça. s'est passé, c'est que un exécutif a vu le film. Il est parti pour se lever et pisser, faire une réunion. Il est parti pendant 20 minutes du film. Puis quand il est revenu, il a dit rien qui va dans le film. Il a fait plein de notes en disant faut corriger ça. Et en fait, c'était dans les 20 minutes qu'il a loupé. Et Carpenter a vu ça. Et il s'est dit après, mais je peux plus travailler avec des personnes pareilles. En fait, c'est vraiment un moment où il commence à avoir une forme de renoncement, de se Ouais. dire, Ah ouais, mais bien ce sûr. système, j'ai envie d'y croire, mais en fait, c'est plus possible. Mais le quoi. système ne veut pas y C'est- croire à c'est- lui-même, c'est quoi. plus possible. Mais comme d'où ce ça. côté Snake Plissken très Tout à fatigué, fait, très. ouais. Mais du Ouais, coup, tu vois. cette fin, ce regard caméra déjà, donc cette première fois où il franchit vraiment le quatrième mur dans toute sa filmo, etc. Et cette fin, il y avait vraiment presque un geste testamentaire Ouais. intéressant en fait. Et sa carrière aurait pu en fait s'achever là, qu'elle aurait été très très intéressante. Mais Bah, il l'a aussi un peu fait avec l'Ordre de la folie, finalement. Enfin, il y a Oui, un qui peu vient- cette oui, thématique mais qui vient avant. Oui, qui vient. ouais, avant. qui vient avant, mais Oui, qui vient justement, avant. tu me dis c'est la première fois. Bah, alors l'entre de la Oui. folie, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que Il n'y a pas de regard caméra. Il n'y a pas de dans le- regard, Il y a pas de regard il casse caméra. pas le mur de cette Voilà. façon-là, mais par contre, on pourrait dire que c'est presque son premier film totalement méta, quoique Oui, Jack tout à Burton fait. peut avoir un peu ce côté, parce que c'est quand même une réflexion sur pas mal d'aspects du cinéma. Mais l'entre de la folie, de toute façon, il y a un truc très important, c'est que il y a quelques films qu'il n'a pas scénarisés, mais là, précisément dans ce cas-là, c'est un film dont il a refusé le scénario à plusieurs reprises parce qu'il disait, j'en suis pas capable maintenant. C'est pas Ouais. mon cinéma, c'est pas mon type Ah de oui. cinéma, je le comprends pas encore bien, ou je vois pas comment Voilà. m'y atteler. Et puis au bout d'un moment, à la troisième ou quatrième fois où c'est revenu sur son bureau, il s'est dit, Ok. il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Et à peu près donc au moment où il fait Los Angeles 2013, quoi. quelques Ou en tout années cas, avant, 3 voilà, ans c'est- avant. Oui, il le fait, oui, c'est en Ouais. 94, l'entre de la folie. 93, 94, il est sorti en 94 chez nous un peu Oui, tardivement, c'est mais, ça, il faut s'y retrouver d'accord. un peu dans le truc, mais 93, ouais, Ouais. tout à fait. Mais c'est vrai que c'est là où il. Mais après, c'est pas le seul, hein. Parce que Wes Craven va commencer aussi à aborder le côté méta de ce genre. Il y a un peu cette manière, je trouve, au début des années 90.
et par la suite de se dire, tous les cinéastes qui ont fait des films d'horreur pendant les années 80 ou des films d'action sont en train de se dire, on est passé cette décennie en fait. Oui. Faut déjà, en matière d'horreur, on en avait déjà parlé quand on parlait d'Halloween ou même quand on avait parlé de Jason, t'avais toutes ces franchises qui disaient maintenant c'est le dernier en fait. C'est fini Freddy, le dernier c'est 89, on fait la mort de Jason, c'est dire, on arrête tout, et c'est d'ailleurs une période où dans les années 93 on revient par contre au classique de l'horreur, on refait des nouvelles vagues d'adaptations de Dracula, de Frankenstein, et les cinéastes par contre qui œuvraient avec des nouvelles formes dans les années 80 font un peu leur testament aussi de se dire maintenant nous on va faire Carpenter à l'époque de l'Antre de la Folie par contre il était très ambitieux, il disait j'ai envie de donner un coup dans la fourmilière, il disait les thrillers nous ont piqué nos trucs, Basic Instinct ça a piqué tout ce que nous on a mis en place dans les années 80 tout le truc, il dit là maintenant l'Antre de la Folie c'est pour donner un coup de fouet au film d'horreur. C'était mais je pense qu'en même temps en faisant ça il ouvre la porte au truc méta, et généralement je trouve que quand tu commences le jeu du méta t'es en train d'aller sur la fin. En fait ça dépend, quand Ouais. le jeu du méta est tout à fait neuf, c'est intéressant. Los Angeles 2013 à ce niveau-là est intéressant, c'est-à-dire tout d'un coup c'est un réalisateur qui commence à réfléchir sur sa propre matière, sur ce qu'il a amené au cinéma, etc. On a le cas au même moment avec Joe Dent, un petit peu avant Avec Mattini. Gremlins 2. Oui, Avec oui, Gremlins tout à 2, fait, surtout, tout à fait. où c'est vraiment une des premières suites vraiment méta, où il explose tout, enfin il pousse tous les potards à fond, il démonte complètement l'idée même de suite. Là où Carpenter ose un peu moins, il aurait pu aller encore un peu plus loin Ouais. là-dedans, mais Sauf que lui, en fait, parce que dans l'Antre de la Folie, t'as un récit qui fonctionne avec l'idée de mise en abîme. Il n'y a aucune raison d'avoir un quatrième mur pété à la fin de Los Angeles 2013. Sauf une intention de cinéaste de dire effectivement, de se dire, parce que quelque part il dit je regarde et je dévoile mes trucs en fait. Oui. Il dit je dévoile qu'il y a une caméra, ces trucs Ouais. vous venez de regarder quelque chose qui n'existe pas. C'est pas anodin je pense, Ouais, effectivement ce côté, dans cette optique testamentaire de dire là maintenant je vais vous dire en fait depuis le début je fais du cinéma quoi, un peu d'une certaine façon tu vois, de dire bienvenue dans le monde des humains, la séance s'arrête. ce qui est intéressant, c'est qu'il a été complètement repris ce regard caméra de Kurt Russell dans Boulevard de la Mort Ah oui. Ouais, tout à fait. tout à fait. Le regard caméra de Kurt Russell dans Boulevard de la Mort, qu'est-ce que c'est sinon une Ouais. référence directe Ouais, à la fin de Los Angeles? Ah, moi, je me rappelle que quand j'avais vu le film la première fois, j'avais pas compris ce qui se passait avec Kurt Russell qui regarde la caméra. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Dans quel dans Los Angeles 2013? Ah, oui. C'est la première fois. Effectivement, c'est complètement incongru en fait, d'avoir à un moment donné Plisken qui se rend compte qu'il y a une caméra et puis qui regarde, qui souffle. Et en même temps, comme tu dis, depuis le début de la séquence, tout est filmé. Ouais. Donc, même si c'est pas la même caméra, Mhm. de façon diégétique, on va Ouais, dire, ouais. en même temps, l'idée de la présence du regard est là depuis le Ah. début. Donc, Il y en a même, je rappelle que Jean-Baptiste Auré et Luc Lagier avaient fait un gros bouquin sur Carpenter, il y a les articles des cahiers du cinéma à l'époque, voyaient eux-mêmes dans la facture visuelle un geste suicidaire, quoi. Vraiment de se dire, Carpenter veut péter le système hollywoodien, donc il fait un blockbuster mal fichu visuellement, un peu comme une espèce de gros fuck total. Je pense que c'est poussé assez loin. Ouais. Ce qui pourrait faire le sens, truc, vu que l'Entre la Folie, c'est un peu son testament artistique, avec cette espèce d'hommage monumental à Lovecraft. Mhm. Je serais pas trop étonné qu'effectivement, ils disent tiens, j'ai fait le côté artistique, j'ai fait le côté commercial maintenant. oui, peut-être, effectivement. Tu vois. Mais je pense pas avec cynisme. Je pense pas qu'il y a du cynisme au final, parce Non. qu'ils sont tellement contents de reprendre le personnage. Je pense qu'il aurait préféré que le film ait une finition nickel. Hein. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, je trouve ça. Tu cites les cahiers du cinéma. Ce qui est assez fascinant, c'est que Carpenter est un de ces réalisateurs américains de genre pur qui a vraiment eu un plébiscite des cahiers à peu près tout au long de sa carrière. Ce qui est quand même assez rare. Parce que souvent, on voit les cahiers, pour ceux qui les ont pas lus ou qui étaient plutôt des enfants de Mad Movies et de ça, on voyait les cahiers un peu comme le mal, les défendeurs. Voilà. Ouais. Et alors que Carpenter a toujours été soutenu, et son aura en France tient aussi en partie à ça, quoi. Je pense qu'en même temps, il fait partie de ces cinéastes. En fait, il n'intellectualise pas spécialement son cinéma. Il veut faire des. Mais un peu comme Romero, je pense que des fois, ils ont un côté politique. Alors, quand c'est satirique, c'est assumé, ok, mais ils ont aussi un regard qui en fait s'impose de lui-même. Et je pense qu'il est le premier surpris de la manière dont parfois on reçoit ses films. Je me rappelle que dans les bonus de The Fog, qui était entre autres, c'est une association qui est du cinéma, Studio Canal, lorsque le Blu-ray est sorti, il y avait un gars des cahiers du cinéma qui interrogeait Carpenter sur The Fog et qui disait est-ce que vous voyez le brouillard comme une architecture de l'invisible? Et il y a Carpenter qui dit j'aurais bien voulu avoir cette idée là en fait, je vais la noter. Il dit souvent ça. Oui. Et tu vois qu'il a vraiment ce côté en même temps super pragmatique, du genre
non, not this bullshit quoi. C'est quelque chose. En même temps, tu sens que c'est quelqu'un. Dan O'Bannon à l'époque de Dark Star disait que c'est quelqu'un qui avait un gros ego, et en même temps, paradoxalement, Carpenter arrête pas de dire plein de fois. Il parlait d'une anecdote en festival à Avoriaz à l'époque de la sortie de The Fog. Avec Claude Lelouch, il dit ouais, je voulais rencontrer. J'étais content de rencontrer Claude Lelouch parce que j'adore son cinéma. Carpenter est fan de Lelouch. Rien que ça, tu vois. John Woo aussi. Il cite un de ses meilleurs films. Il cite La Bonne Année, qui est vraiment un très bon film de Lelouch. Et il disait, je voulais voir. Et Lelouch faisait partie du jury et il pensait que je venais le voir pour influencer son avis et tout le truc. Il disait, j'en avais rien à foutre. Mon film, de toute façon, il est pourri. J'aurais pas voté pour mon film moi-même. Je voulais juste serrer la main d'un cinéaste que j'admire, comme ça. Et il dit plus tard, j'étais dans les jurys de ce festival. Tout le monde se prenait tellement sérieusement. C'est de la pornographie, tout le truc. Et là, relax. You guys need drugs. Et tu peux pas t'empêcher de te dire. En même temps, c'est quelqu'un qui est pragmatisme américain, pragmatisme, en même temps très perfectionniste, parce que t'imagines que pendant toute une partie de sa période, de sa carrière, il a été. Tu fais pas les films qu'il a fait avec la facture qu'ils avaient, sans être quelqu'un de très tatillon. Oui, et de réfléchir sur ce que tu fais. De réfléchir sur ce que tu fais, tout en ayant ce côté, comme tu dis, Bastien, à hauteur d'homme, quoi. C'est moi, je suis. C'est une des raisons pour lesquelles aussi les cahiers cinéma on l'a beaucoup aimé, parce que le parallèle avec Hawks sont hyper évident quoi. Oui. Mais tu vois, un truc qu'on n'a pas parlé beaucoup non plus, je pense, c'est qu'on parle beaucoup de Carpenter, etc. Mais tu citais son chef-op qui s'appelle Dean Cundey. Dean Cundey, oui, tout à fait. Tu vois, là pour le coup, je pense qu'avec la perte qu'il a de ce chef-op par après, ça joue beaucoup. Et je pense que c'est en partie une des raisons pour laquelle Los Angeles 2013 pique autant. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, je veux dire, à 1 an, 2 ans près, de l'autre côté, Dean il est en train de faire Jurassic Park. Tout à fait. Tu vois, je veux dire, on est quand même sur un niveau. Il s'était déjà séparé, en fait. Gary Kubik était son chef-op depuis Delive, en fait. Et il a avancé avec Electro ou un truc comme ça sur les tournages précédents. Oui, tout à fait. Donc il a vraiment commencé avec Carpenter sur ses petits budgets, donc sur la période post Jack Burton. Et puis en fait, il a commencé à composer là un peu sa nouvelle famille d'une certaine manière, parce qu'il y avait je pense que son monteur c'était Edward Warshilka ou un truc ainsi, qui a fait tous ses films par la suite. Donc il s'est recréé une nouvelle famille de cinéma. Et effectivement, alors Carpenter lui te dira qu'il préfère la photo de Gary Kubik qui est plus audacieuse, qui travaille les couleurs d'une autre manière. Mais après, c'est marrant parce que quand tu vois le style de Dean Cundey, le style Jurassic Park, a rien à voir avec le style Carpenter. Non, ceci dit, il y a un style qui a fait école dans. Il pointe à un moment, Carpenter pointe le fait qu'un style que Dean Cundey a amené dans New York 1997 a vraiment fait école. C'est l'action mêlée à la couleur bleue et orange. Et en fait, jusque dans les affiches des films d'action des années 2000, ces deux couleurs revenaient non-stop ensemble. Et c'est vraiment lui qui l'a popularisé par la mélange d'une volonté de bleu nuit et de feu à l'écran, qui n'a été possible qu'avec les optiques, je crois que c'est des optiques Panavision. C'était une nouvelle optique Panavision qui permettait de filmer avec des éclairages quand même en deçà de ce qu'il fallait éclairer un plateau auparavant. Là. Et vraiment l'esthétique de Dean Cundey sur ce film a défini quand même une grande esthétique de l'action, et c'est grâce essentiellement à une nouveauté technologique qui était parmi les premiers à l'utiliser. Et là je suis trop d'accord avec toi, c'est que Dean Cundey, tu sens quand même sa patte sur Jurassic Park, ou même sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce qu'on oublie qu'il a fait sur Roger Rabbit, ça c'est clair. Ah oui, parce que sur Roger Rabbit, l'esthétique visuelle de la photo est quand même tellement liée au défi technique de mêler l'animation. Moi, je vois pas du tout la même patte en fait. Ah si, en termes de clair-obscur, en termes de découpage, en termes de lumière. Parce que bon, après, c'est à côté film noir qui est complètement assumé, qui a un hyper-hommage, etc. Mais je trouve que dans Jurassic Park, même les séquences de jour sont déjà assez marquées, je trouve, assez bien découpées. En termes de lumière, les personnages par rapport au fond, etc. C'est quand même très surex par moment. Et les séquences de nuit, dire, on se souvient tous de la séquence de la cuisine, tu vois, avec les Raptors. Oui, tout à fait. Carpenter, 30%. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est de nuit, c'est vrai. Exactement, la nuit, voilà. Après, du coup, c'est vrai que d'un autre côté, des scènes de jour chez Carpenter, il n'y en a pas des masses en fait avec Dean Cundey. Halloween, qui est une masterclass en termes d'horreur en plein jour. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a très fort déçu en revoyant Fog, parce que j'ai toujours cru que Fog, dans mon souvenir de spectateur, c'était une seule nuit, là où en fait c'est deux nuits, c'est deux nuits, un long jour, et en fait ça plombe complètement le film, bizarrement. Surtout que la seconde nuit est moins effrayante que la première, à mon sens. Mais là, il y a quand même beaucoup de scènes de jour qui sont malgré tout très belles, parce que Dean Cundey. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le style de Gary... Et étonnamment, effectivement, il n'y a pas de suggestion dans Los Angeles 2013. Tout est montré à l'écran, quoi. Il n'y a pas de. Ah ouais, c'est un catalogue en fait. T'as effectivement tout ce côté. D'ailleurs, on ne s'interroge pas sur les sources d'énergie, des munitions, parce que même un flingue dans New York 97, c'est important. Tout le monde n'a pas un flingue. Alors que là, ils ont des armes. Ce qui est une idée qu'il avait déjà très fort développée dans un saut, qui était que les munitions étaient limitées. Ce qui est pour un film d'action par la suite, ça en faisait beaucoup moins. Pour le coup, c'est l'anti-John Woo, mais tu peux mettre du coup une tension sur le fait qu'il y ait des munitions ou pas, quoi.
C'est comme tu dis, c'est l'idée du minimalisme. Si tu peux faire. Bah, si à nouveau, t'as c'est le ça- western aussi. Hein, Ouais. je veux dire, Et le côté c'est western, c'est bien Rio sûr. Bravo, quoi. Tu vois, t'as des missions Ouais. limitées, ils sont 25 Mexicains autour de toi, quoi. S'il te reste que 3 balles, il y a une Mhm. tension sur le fait de comment tu vas utiliser les 3 balles qui Il, restent. il n'a jamais fait de survival, Carpenter. Non. Ah, bonne question. Est-ce qu'on pourrait qualifier un de ces films de survival? Défini survival. Predator. Délicat, hein. Celui bonne qui s'en question. rapprocherait le plus, c'est Vampire, je dirais. Ah, pas con. Ouais. Ouais, il y a un truc, il y a un truc. ouais. C'est avec à un moment donné. Enfin, si tu le effectivement, regardes du des- point de vue du vampire, oui, c'est un survival. Bah, ou même du point de vue des chasseurs de vampires quand Valek débarque et que c'est les vrai, autres c'est se vrai qu'il y a- retrouvent Bon, à- alors, je pense qu'on va conclure là. Ah bah, tu n'aimes pas Vampire, c'est ça? Non, j'ai jamais vu. C'est avec The Ward, c'est ce que j'ai vu. Ok, que j'avais ok. vu, Moi, voilà. j'aime beaucoup Vampire. Ouais, La- il faut je viens de revoir revoir la Vampire, scène hein. d'intro hier. La scène d'intro balance quand même. Ouais, Non, en j'ai fait, jamais vu. J'ai vu Starman, mais j'ai pas vu Vampire. T'as presque envie de dire Vampire, c'est Vampire, c'est l'ancien, c'est l'ancien Carpenter qui arrive à faire un film de la fin des années 90 en fait. Ouais, il y a un truc comme ça. Sur la plus grosse partie du film en tout cas, où il se dit ok. Et d'ailleurs il le disait dans le commentaire audio, je fais des séquences plus longues, je prends plus mon temps dans C'est l'introduction. juste qu'il remplace un mec de droite qui est Kurt Russell par un mec d'extrême droite. Oui. Et voilà, tu vois. à la droite de la droite. Oui, oui. À la droite de Kurt Russell, tu vois, tu te fous. Et d'ailleurs, les deux sont très choqués quand tu leur dis, quand tu dis à Kurt Russell que le costume qu'il porte dans WrestleMania 2013 est très plébiscité par une certaine communauté fétichiste gay. Dites pas ça à Kurt Russell. Tout comme à l'époque de Vampire. Encore moins à James Wood. Mais à l'époque de Vampire, vous trouvez pas que le rapport entre le chasseur de vampires et le prêtre il est un peu ambigu? Et Carpenter disait mais ne dites surtout pas ça à James Wood. Pour conclure, je vais vous poser une dernière question. Ah. C'est quoi votre préféré des deux? Entre New York et. Ça et me Los semble relativement Angeles. évident quand même, hein, dans ce qu'on a dit. Oui, mais, ça semble assez évident. Mais on a de l'affection pour 2013. Donc Attention. vous êtes c'est tous les dur, trois en sur fait. sur du New York. Moi je préfère en fait il tient enfin le premier est complet. Enfin je veux dire il fait le truc. Je veux dire par contre, le nombre de fois, ou même des fois quand j'en ai marre de tout, je me remate la fin Ouais. de Los Angeles 2013. Oui. Parce que pouf, ça fait tu sortir et là à un moment donné t'as envie de C'est dire, putain, cathartique. là j'ai envie Ouais. d'être Snake Plissken qui est En fait, un ça, trou, si tu quoi. veux le cinématographique, pour moi c'est New York 97. Si tu veux le côté régressif, c'est 2013. Ouais, franchement, je crois qu'on est tous d'accord sur cette question. Après, c'est peut-être lié au fait qu'on a peut-être découvert tous quand on était adolescents aussi. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a tous découvert plus ou Lequel moins à la même période, 2013. Ouais, je l'ai découvert. Je crois que c'est un des derniers. C'est un des Carpenter que j'ai découvert un peu après les Ah, ok. autres. Moi, je l'ai Et- vraiment découvert fin 90, début 2000, tu vois. Donc, Oui, mais pareil, mais j'avais déjà découvert assez de Carpenter avant que pour être un peu déçu. Ouais. Moi je l'ai vu en salle. Mais Mais bah, par bravo. contre, non, mais par contre, ce qu'il y a Bah, d'intéressant, notre adolescence à Antoine, en fait. non, mais les potes avec qui je l'ai vu, mais j'étais ado quand je l'ai vu. Non, mais moi, j'avais par déjà exemple, 45 ans à l'époque de sa sortie. Je sais qu'un de mes potes, il avait dit, j'ai eu l'impression de revoir en partie le même film, quoi. Et ça, en fait, cette Ouais, optique, ce côté remake, par contre, je pense, a déçu une partie des spectateurs Ça aussi. refroidit, ouais. Alors, sentir Alors que le- c'est devenu la norme aujourd'hui, c'est quand même dingue. Ouais. C'est ça qui est Ouais. dingue, ouais. Ouais, c'est le côté cinéma doudou, Mhm. comme disaient certains. Après, c'est le paradoxe Carpenter, il a toujours été en avance sur son temps ou en retard. C'est vrai. Oui. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais été au bon Au endroit. début de ses carrières, il était dans le timing. Ouais. Ouais, C'est plus ou moins ça. Puis, Un peu précurseur et puis vachement en retard, et jusqu'à puis hop, jusqu'à The Thing qui s'en sortait. Et Ouais. puis, ça... Mais ceci dit, dans la question que tu poses, c'est toute l'ambiguïté de la chose, c'est que Snake Plissken est un tel personnage que Ouais. est-ce que quelque part on aimerait le revoir? Oui, mais en même temps on n'a pas envie de revoir une nouvelle itération. On a eu un ersatz dans Ghost of Mars. Oui, Ghost of Mars, c'est une espèce de Non, mauvais. non, non. Qui est plus Antoine, il me Assaut regarde, il dit que- arrête l'émission. Ouais, qui est plus assaut, puis même. C'est plus un remake d'assaut pour moi. Et puis ça se termine avec un regard caméra aussi. Ouais, ouais. Tu as. Ah, j'avais oublié ça. Si, le dernier regard du. C'est qui? C'est Ice Cube? c'est Ice ça, Cube, le- oui. Putain, Il y a fait mal, Jason comment- Statham aussi dedans. Oui, il y a Avec des Jason cheveux. Statham. Je dis que j'étais pas dans son Ben, temps, tu vois. à la fin, Ice Cube, le dernier truc, c'est il part, il regarde la caméra, il fixe la caméra au moment Ouais. avant de sortir du champ. Donc, ouais. Mais écoute, je ne sais plus, je m'étais j'avais lisé les yeux après la vision de Ghost of Mars. Donc, C'est vrai qu'il Mais fait- du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce que tu voulais aborder, c'est le fait qu'en dehors des films, il y a quand même l'imagerie de Snake Plissken qui a traversé aussi Oui, tout tout à le fait. multimédia. Oui, et notamment, bah moi en fait c'est comme ça que j'ai découvert le personnage de Snake, c'est avec le personnage de Solid Snake en fait dans Metal Gear Solid, et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer en fait dans ces films, et je pense que c'était aussi une de mes premières rencontres avec Carpenter. Il y a une espèce de et avec de Kurt tel- Russell aussi. De quoi avec Kurt Russell? Et avec Kurt Russell aussi. Je crois que c'est fort possible, oui. Je sais plus dire ça. Je sais plus dire, mais je sais que le premier des deux films que j'ai vu, c'était justement Los Angeles 2013, et que j'étais fort jeune, et que c'était la séquence du basket, justement, et qui m'avait terrifié, moi. Moi, j'étais suffisamment jeune que pour me dire, oh mon dieu, il est vraiment en danger, ça va être... Ah oui, 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 oui.
Mais oui, j'avais adoré. Donc oui, effectivement, il y a énormément d'influence. Je crois que le personnage est tellement impactant que oui, ça n'a pu que contaminer le reste du champ médiatique, et à commencer par le jeu vidéo, quoi. T'as 1h30 pour en parler. Et- Vas-y. Voilà. Non, je vais m'arrêter là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Metal Gear Solid, typiquement, c'est un jeu qui, sous le simulacre de l'action, en fait, te propose de te cacher. Tu vois, C'est la version de New York 97, toi. bien sûr. voilà, Ouais, et c'est- ça montre à quel point c'est la grande différence entre les deux films. En fait, c'est l'infiltration. New Ouais, York bien sûr. et Oui. Snake dans Solid Snake, c'est ça, c'est de l'infiltration. C'est Tu dois ça, pas te tout à faire fait. voir. C'est ça que Et, 2013 a un côté plus McDo qu'autre chose, parce que c'est bourré à mort, mais au moins Ouais. c'est assumé, quoi. ouais, tout à fait. On Et va donc- dire c'est généreux. C'est un film généreux. C'est un Voilà. film généreux. Voilà. C'est un film généreux. Et donc, moi qui aime bien la musique de film, j'avais acheté le CD de musique de film dans un magasin très connu à l'époque à Liège, de New York 97. Oui. Sauf que l'édition qui était là, c'était une édition allemande qui s'appelait Die Klapperschlange. Comme ça, vous le saurez tous. Die Klapperschlange, ça veut dire le serpent à sonnette. Et c'était le titre allemand du film. Donc, comme Snake, ça, le serpent. Ouais. Voilà. Et donc, Alors, j'ai un truc à critiquer quand même pour Carpenter sur son côté perfectionniste, c'est pas le même tatouage d'un film à l'autre. C'est vrai. Et le tatouage, en plus, avec la sueur de Kurt Russell, se défait. Parfois, c'est un et manque. sur la jaquette de Die Klapperschlange, son tatouage est sur le bras. Ah voilà, Pour tu pas vois. montrer son bras. Il y a rien qui Mais va au alors, serpent. c'était l'origine d'un trauma parce que quand j'ai été acheter le CD, je l'ai donné au vendeur qui s'est foutu de ma gueule en disant oh, die Klapperschlange. Voilà, et c'était. Il ne Ah, il savait s'est pas. foutu de ta gueule en allemand. Il a essayé, mais il a dit die Klapperschlange. Moi, je le prononce peut-être pas correctement. Mais donc Ouais. voilà. Par contre, la suite. Escape from LA, c'est Escape from LA et pas Die Klapperschlange 2. Important à noter. Donc, il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs. Mais par quand contre, on même. le répétera, la bande-son, Oui, le la premier. soundtrack du On en a premier, pas beaucoup bien sûr, parlé. bien sûr. Ah ouais, ouais. Le soundtrack, elle est extraordinaire. Incroyable, Vraiment. ouais. Incroyable. Vraiment. Moi, j'aime vraiment bien la musique du 2 aussi. hein. Mais tu ouais, vas ouais, arrêter ouais. de défendre sans arrêt le Ouais. 2. Là, on est en train de parler de la musique du premier. Oui, oui. Là, j'adore la reprise qui ouvre Escape from LA. Avec le même thème. Tellement. La Le même reprise, thème la réorchestré ouais. et tout le truc. Oui, ça, d'accord, j'adore. d'accord. Bon, je Et vous le arrête thème à là. la guitare, c'est Je- super chouette. Je vous arrête là. Je vous dis merci d'être venu. Vous avez tenu 2 heures. Bravo à vous. Seulement. Écoute, on peut continuer. Si tu veux. Ouais, c'est ça. ouais. Le virus du Ouais. Plutexin 7 ne nous tuera que dans 7 heures et en plus c'est un virus fake. C'est un virus On peut encore Ce faire. qui est d'autant plus con par rapport au fait que ça a diminué physiquement le héros pendant Non, le mais film. ils disent que ça lui injecte une petite grippe. Bah oui, mais c'est Ouais. c'est ça. Tu une petite- prends une grippe, t'es un héros d'action, tu te chopes une grippe, vas-y, hein, quand même. C'est Bah compliqué, oui. tu sais. Bon, voilà. Donc on s'arrête là. Je vous dis merci et je vous retrouve un jour pour peut-être suite. reparler de Carpenter. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur Carpenter? nous, Il y a ça- plein de films Il y a d'horreur. moins de 9 épisodes que tu Nous, peux. on voilà, se revoit c'est ça. bientôt sur un autre On podcast. se revoit bientôt, mais c'est un autre podcast. Donc là, si vous savez pas, vous saurez. On peut Voilà. pas dire, on peut pas publiciser les autres podcasts. Si, c'est vrai, tout à fait. Bah vas-y, je t'en prie. Bah sur Popex. Donc, Sur Popex, qui est un podcast donc dédié à la politique belge et autres. Mais il se trouve que mon ami François Debray qui tient ce podcast a aussi un petit peu envie de parler de cinéma et donc pour ça, des fois, il s'entoure de personnalités un peu cinéphiles, un peu compétentes. Et là, on est très heureux et flattés qui nous invitent pour parler de They Live, Invasion Los Angeles. Donc ça va vraiment être un prolongement de ce dont on a parlé aujourd'hui. Tout à fait. Oui, parce que Et, c'est vrai que sur le truc, tu le dis, Los Angeles 2013, dans le ton, c'est presque plus la suite de The Live Ouais, que, c'est vrai. Tu que me feras le plaisir de ne 97. pas parler à ma place demain dans le poste. Mais si vous voulez, Christophe et moi, on sera dehors. On vous fera des signes. Non, mais c'est pas ça en Parce fait. que si on te lance, tu vas déjà tout griller, tout ce que je vais raconter demain, je te connais. Oh, bah, ça va, oui. Oh, bah, d'accord. Bon, bah. Bon, merci Tu vas à bien vous. éteindre la terre. Je vous dis, j'éteins tout de suite. Je vous dis merci et on se retrouve bientôt. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et bien d'autres évidemment. Alors, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre un petit peu les coulisses du Popcorn Club, voir nos photos débiles et nos aventures dans notre magnifique petit studio. On est sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Et alors, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires et des likes sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup pour nous faire un petit peu connaître et répandre notre passion pour la pop culture un peu partout dans le monde, dans l'univers entier.